Et j'ai fait mon premier jeu à 12 ans. Ils avaient révolutionné le truc, ils étaient les premiers à vendre du pinard en e-commerce. Donc je donne ce rôle à l'IA. Il y a même l'un des acteurs qui nous dit qu'on est meilleur que son propre produit en interne. La contrepartie de ça, c'est que si le cahier des charges n'est pas suffisamment précis, on va raconter n'importe quoi. Et quand on se branche à un client, on va apprendre de toutes les conversations historiques, de tous les tickets historiques. Et au bout d'un moment, les trois ils disent à peu près en même temps, on est prêt à payer. Donc t'as pris quand même genre plus de 800 000 € avec du full BA. Et c'est bon, ça commence. J'étais en train de te poser une question, puis après je me suis dit en fait, vas-y, tu sais quoi, on appuie sur Rec, ça fera une excellente intro. En fait, je suis en train de dire que nous deux, on se connaît bien maintenant depuis plusieurs mois, voire / années. Ça fait combien de temps là que tu es au Poney Club, toi? Ça fait 2 ans. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'on discute, mais on discute surtout du présent. Et en fait, moi, je me rends compte que du coup, je te connais pas vraiment. En fait, je ne savais pas ce que tu as fait avant ou quoi. Et je me dis, ça va être l'occasion parfaite d'en parler. Donc, ce que je vais te proposer, c'est déjà peut-être de te présenter, James. Et après, on va se laisser voguer, quoi. Excellent, super intro. Merci Hugo pour ton invitation ici. Et je suis ravi de profiter de ce moment pour te faire le film, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Yes. Je vais rajouter juste une petite image de là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est important de dire d'un point de vue perso qui je suis aussi. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ils ont 9 ans, 5 ans et 1 an. 3 garçons. Magnifique. Tous les 4 ans, process. Ils ont des prénoms qui commencent par A, B, C. Tu vois, j'aime bien les choses carrées, rigoureuses. Donc, c'est comment ils s'appellent? Ils s'appellent Alphonse, Basile et César. Et on les embrasse. Et ils vont nous écouter, ils vont être super contents. Donc, le prochain, c'est Didier, c'est ça? Ça aurait pu être Donald, mais on va décaler parce qu'ils ont des projets un peu compliqués avec ce type de prénom. Donc, il n'y aura pas de 4e. Donc ça, c'est qui je suis aujourd'hui et qui j'étais quand j'avais 10 ans. J'étais un geek. J'étais un passionné par tout ce qui était scientifique. Je lisais Science et Vie avec mon père. Il me racontait tous les trucs que les autres comprenaient pas. Et j'adorais avoir ces discussions en famille avec mes frères et sœurs. On est 4 frères et sœurs, avec mes parents. De trucs compliqués, scientifiques, etc. À 10 ans, j'assemble mon premier ordinateur. Donc, t'es chaud. C'était... On a à peu près la même génération. Toi, t'es dans quelle année? 86. Ok, moi je suis de 88, donc ouais. Donc c'est là quand tu fais ton premier ordinateur, donc du coup on est au milieu des années 90, pour que les gens se disent. Donc 1996-97, c'est le moment où je crois ils créent eBay, tout ça et tout. Cdiscount n'existe pas encore. Amazon, 2 ans plus tard. Amazon, si. Amazon, si. Si, Amazon, si. Bon, bref. Mais c'est pour que les gens c'est pas encore ce que c'est devenu. Et en fait, si tu veux, je monte ce premier ordi. Et puis mon ordi, c'est un 133 MHz. Je l'overclock, ça passe à 150 MHz. Je suis incroyable. Et on me dit, mais c'est un truc de fou que tu as fait et tout. Et je me rends pas forcément compte. Comment tu sais faire ça? En fait, c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. Il y avait moins de composants. T'achetais des trucs. Tu vois, t'étais pas inondé par tout ce qui était. Et ça m'intéressait. Et je passais du temps, quitte à me tromper. Et je me rappelle le jour où je branche tout et que j'appuie sur le bouton pour que ça s'allume pas. Et là, en fait, t'as toute une rangée de picots, tu dois mettre des petits connecteurs. Et en gros, t'as une vingtaine de combinaisons possibles pour démarrer. Puis ça marche pas le premier, puis j'essaie le deuxième, troisième, quatrième. Je dis, j'ai acheté une carte mère qui est grillée. Puis quatrième, et ça marche. Je fais, incroyable, ça marche, ça s'allume, ça s'illumine. C'est fou. Ouais. Et donc, tu peux y aller à tâtonnement. Après, c'est devenu trop compliqué pour y aller à tâtonnement, mais c'est ça qui m'a permis d'y aller dès le début. En tout cas, dès mon début. Puis ensuite, année collège, j'ai les calculatrices, j'ai ma TI 82, je négocie avec mes parents pour avoir ma TI 82, et puis je vois la programmation sur la TI 82, je sais pas si tu te rappelles de ces calculettes graphiques. Ouais, mais il y avait tellement de boutons, moi franchement, à part les chiffres et les plus, et le fois et le moins, et les divisions, j'utilisais rien moi. Tu vois, moi j'avais des copains qui se partageaient des trucs où ils s'échangeaient des trucs déjà précodés, et donc ils avaient des jeux, et en fait je me suis dit, moi je veux mon jeu. Et j'ai fait mon premier jeu à 12 ans. Le premier jeu, c'était... J'ai entendu une fois un mec dans un podcast parler de ça. Et en fait, c'est vrai que ça, du coup, les mecs qui se créent des jeux avec nos fameuses calculettes, là, les vertes, là. Alors, les TI, elles étaient grises. Mais les Casio étaient vertes. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y avait 2 modèles. T'as acheté soit l'un, soit l'autre. Exactement. Et du coup, qui disaient qu'ils arrivaient à se créer des jeux. Enfin, des petits jeux, c'est quoi en fait? C'était. Le premier, c'était un pile ou face, moi. Ouais, voilà. Le tout premier, c'était un pile ou face. Avec des fonctions random. Et tu viens utiliser cette variable et tu viens après en faire un environnement graphique. Et puis après, tu passes à d'autres jeux de plus en plus compliqués. Et le truc le plus abouti que j'avais fait, c'était un Worms. Ah ouais, pas mal quand même. Tu connais ce problème par cœur. Tu bosses à fond, tu livres ton client, tout le monde est content, mais il y a
un petit truc que t'oses pas trop checker, c'est les factures impayées. Moi, je pensais que c'était tout bon, tout nickel, très au clean, tout sous contrôle. Et puis, il y a à peu près pile un an, je jette un œil, comme ça, un lundi matin, par curiosité. Et là, je tombe sur en tout 12 000 € dehors. Oui, 12 000 balles. En gros, des clients relancés 3 fois, qui ouvrent les emails, mais qui ne te répondent pas, disparaissent comme par magie et ne te payent jamais. Donc là, je me dis, voilà, encore des relances et encore de l'énergie perdue. Mais j'ai trouvé un raccourci avec un partenaire de cœur depuis maintenant un an qui s'appelle Gcollect, une fintech mais en version éthique. En gros, leur promesse, elle est simple. Tu connectes ton outil de gestion, par exemple Conto, Pennylane ou autre. Ils vont scanner toutes tes factures en retard et en un clic, ils vont lancer le recouvrement. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à payer parce que tu ne les payes uniquement en cas de recouvrement. En 21 jours, j'avais récupéré mes 12 000 € sans relancer personne. Donc si toi aussi tu as des factures qui dorment, teste et franchement, tu n'as rien à perdre. Et même mieux, je t'ai offert un petit code promo qui est en description où on t'offre 30% sur la première facture de recouvrement. Donc maintenant, tu choisis, soit tu vas récupérer ton argent en n'ayant rien à perdre, soit tu bosses gratos. Donc ça, c'est 12-15 ans. Et puis en fait, passionné par les maths et la physique, je vais en école d'ingé, enfin en maths sup, maths spé, je fais mon école d'ingé, je rencontre mes meilleurs potes et t'as fait quelle école, toi ? Les ponts et chaussées. Ok. À Paris, du coup. À Paris, exactement. Donc c'est en banlieue parisienne, c'est à Champs-sur-Marne, à l'est de Paris. Je ne sais pas pourquoi toutes les grandes écoles, elles sont paumées en région parisienne. Si j'avais fait mon école en 97, ce qui n'est pas le cas parce que je l'ai faite en 2007, j'aurais été à rue des Saints-Pères, dans plein Paris. Et en fait, ils ont quitté la rue des Saints-Pères pour Champs-sur-Marne en 1997. Pas de bol. Pas de bol. Donc ouais, on vit dans ce campus avec tous les copains, des devs, mais voilà, moi j'avais rencontré des gens bien plus puissants que moi sur ces aspects-là, et moi ce que j'ai découvert en école d'ingé, c'est les aspects business, c'est ce qui me manquait, donc je me suis dit en fait j'ai envie d'aller découvrir la vie des entreprises. Et la vie des entreprises, au sens découvrir plein de boîtes d'un coup, une sorte de mini MBA accéléré. Donc j'ai fait 6 ans de finance pour commencer. Donc j'ai été dans un Big Four chez EY en transaction. Ça veut dire que tu accompagnes des entreprises. Là, tu es après l'école d'ingénieur. Voilà, je suis après l'école d'ingénieur. Tu accompagnes des entreprises qui sont dans des processus de fusion et acquisition. Et l'objectif, c'est d'accompagner ces boîtes pour trouver combien elles valent, pour trouver ce qui peut être perfectible, etc. Et là, en fait, j'arrive et c'est un partenaire, un associé des ponts qui me recrute et il me prend sous son aile. Et au bout de 6 mois, je me retrouve à faire le tour de l'Europe en acting as manager, donc comme si quelqu'un avait déjà 3 à 5 ans d'expérience. Moi, j'en ai 6, moi. Et je me retrouve à être hyper exposé. J'adore, j'apprends énormément. Je bosse, mais comme jamais. Je terminais en moyenne à 23 heures. Et je me rappelle d'un jour où ma femme me disait tu nous rejoins pour le dîner ce soir ? Ouais, j'arrive. En fait, j'arriverai pas pour le dîner. Aller dans un bar, je vous rejoins dans le bar. Tu nous rejoins dans le bar ? Ouais, j'arrive. Et puis en fait, je suis pas arrivé. Et puis on va en boîte. Elles allaient au Madame. Tu nous rejoins ? Ouais, j'arrive. Et puis en fait, je suis rentré à la maison et tout le monde dormait déjà et c'était terminado, quoi. Donc voilà, je bossais vraiment énormément dans ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait du fonds d'investissement. J'étais en LBO mid-cap, ça veut dire LBO leverage buyout, achat avec effet de levier, private equity en fait. Et mid-cap, c'est des boîtes entre 30 et 100 millions de valo. Je fais ça. Et en fait, je suis dans un univers de jeu à somme nulle. Donc ça veut dire que j'ai le sentiment de prendre de la valeur à un endroit pour la mettre à un autre endroit, au service des investisseurs. Et j'ai pas l'impression de participer à de la création de valeur. Une frustration. Et dans un écosystème où... T'habites à Paname, là, du coup. J'habite exactement. Ouais. Et attends, c'est vrai que je t'ai pas demandé, toi tu viens d'où de base ? De banlieue parisienne. Donc moi je viens de banlieue ouest Paris, une ville qui s'appelle Bougival. Et souvent quand je parle de Bougival, les gens me disent « Ah ben je connais », alors qu'il y a 8000 habitants. Tu sais, la dernière fois où j'étais à Bougival, j'avais fait une série de podcasts que j'avais appelé ça « Interview dans ma Benz ». J'étais dans un van Mercedes-Benz électrique. Et en fait, j'allais chercher mes invités à leur bureau où ils voulaient. Et après, je les amenais à un autre point. Des fois, le point, c'était il fallait revenir au point. Donc, on voulait juste dans Paname ou quoi. Et il y en a un, c'était Alexandre Mullier, donc, qui a racheté le FC Versailles. Et lui, j'avais été le prendre dans Paname.
Et je l'avais amené à Bougival, où il y a le centre d'entraînement du FC Versailles. Donc c'est pour ça que je connais cette ville. Génial, incroyable, tu vois, Bougival, encore une connexion qui se fait autour de Bougival, une petite bourgade de 8000 habitants. Alors bourgade, voilà, c'est pas bourgade, mais voilà. C'était très vert, je me rappelle. Tu vois, hyper vallonné. On était à une demi-heure de Paname, mais c'était la campagne, quoi. C'est exactement, c'est tous les avantages. Et moi, j'ai adoré cet endroit. Et en fait, on arrive à un moment de notre vie avec ma femme. On est mariés, on habite à Paris, je suis dans un fonds et j'ai 2 offres pour aller dans 2 fonds 4 fois plus gros. Donc, au lieu de racheter des boîtes en France qui font entre 30 et 100 millions de valo, l'objectif, c'est d'acheter des boîtes entre 500 millions et 1 milliard sur l'Europe. Ouais. J'ai 2 offres. Et là, en fait, je dis, je vais les refuser. Avec des packages à 150, avec 200. Des packages énormes, avec du caride. Le caride, c'est de l'argent que tu mets au travail pendant une certaine durée. Et au bout de 8 ans, tu récupères une partie de la création de valeur à l'échelle du fonds, etc. Et donc, tu t'engages sur la durée là-dedans. Et je refuse ces offres. Et on est dans le canapé, dans le 17e avec ma femme. Et elle dit, mais si tu refuses, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être à Paris. Et là, je dis, c'est et elle était quoi? Elle était dans le civil. Elle était salariée aussi? Salariée aussi, chez Jones Lang en immobilier d'entreprise. Donc, un métier qui se fait dans toutes les villes. Et donc là, on fait la liste des 10 plus grandes villes où on a envie d'aller. Et tous les deux, à la fin, on a un top 3. C'est quoi le top 3? Madrid, Bordeaux et Lyon. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé Madrid. Comme ville, je dirais pas que j'ai l'ultra coup de cœur. Mais franchement, Madrid, ça m'avait presque par moments un peu fait penser à Bordeaux. C'est en mode... c'est quand même assez calme, je trouve, tu vois, pour une capitale d'un grand pays européen ou quoi, tu vois. Et Lyon, pareil, franchement, moi, si on me mettait un canon sur la tempe et qu'on me disait, t'as plus le droit d'habiter dans le sud-ouest, tu vois, pour être large, je pense que j'irais habiter à Lyon. Pareil, où j'aime beaucoup, ouais. Tu vois, je sais pas si tout le monde... Enfin, je sais pas s'il y a quelque chose qui est un dénominateur commun à ces villes, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Il y a l'euphorie, il y a le soleil, il y a le beau temps, il y a l'effervescence madrilène. Ma femme Margot y a vécu 3 mois, moi j'y ai vécu 1 an pendant mes études. Et on s'est dit, on adore. Et en fait, ce qui a fait qu'on n'y est pas allé, c'est les 2 heures d'avion qui nous connectent à Paris et à la Normandie où est ma femme. Donc c'est ça qui a fait un peu éliminer Madrid. Et puis ensuite, pragmatisme. J'ai postulé en 2016 dans l'une des boîtes à Bordeaux qui recrutait fort. C'était Cdiscount. Mais attends, mais est-ce que du coup tu rejoins ça? Mais moi en fait je pensais que tu allais du coup tout de suite pris la décision de monter une boîte du coup. Non, j'ai continué à être salarié dans un environnement B2C, business to consumer chez Cdiscount, mais chez Cdiscount j'ai toujours fait du B2B, donc j'étais au service des autres BU, j'ai monté un accélérateur de start-up duquel est sorti Exotech, et j'ai transformé un centre de coût en centre de profit en filialisant une activité et en lançant une activité de logistique pour le compte de tiers, dans laquelle on a signé 30 millions d'ARR en 2 ans. C'est quoi la culture chez Cdiscount maintenant? Parce que tu sais, moi je connaissais bien Cdiscount il y a 15 ans. Tu sais, en fait, vers la fin et puis l'après, tu sais, des frères Charles, en fait, qui étaient. Moi, pour la petite histoire, Christophe Charles, quand il quitte Cdiscount, quand il revend ses parts, il rachète une petite boîte de 5 personnes. Et dans ces 5 personnes, il y avait moi. Et c'est comme ça que je l'ai connu, que je suis devenu intrapreneur pour lui, etc. Donc moi, je connaissais vachement. Et après, il a levé des fonds, il a fait venir tous les anciens sbires de Cdiscount qui se faisaient virer les uns après les autres par l'équipe Casino. Et donc du coup, moi, je connais que cette culture pirate de Cdiscount, alors que maintenant, je crois que au contraire, c'est vachement la culture grosse école d'ingé, beaucoup de rigueur, finance, etc. Pour enfin ramener de la rentabilité ou quoi. Mais c'est quoi la culture maintenant chez Cdiscount? Moi, j'ai vécu 2016-2022. Et 2016, effectivement, c'est le moment où ça commence à recruter des profils un peu normés, structurés. Comme toi, en fait. Un peu comme moi, tu vois. Et on arrive à plusieurs dans cet environnement. Et en fait, moi, je suis hyper surpris. Et je vois vraiment des personnes qui sont là depuis toujours hyper solides, hyper fortes, et des personnes qui viennent d'arriver, qui ont déjà compris tous les rouages de l'entreprise. Et donc, on prend le train en marche. Et moi, j'ai un souvenir. Il y a 3 bâtiments, World Wide Web, www, tac. Et donc, moi, dans le World au milieu, 2e étage. Et là, je suis à côté de l'équipe réseaux sociaux. OK. Et donc, moi, je suis à la Strat à ce moment-là. Et je suis à côté de l'équipe réseaux sociaux. Et là, il y a un certain Ghislain Bondou, incroyable. Ghislain, si tu nous écoutes, je te fais un petit coucou. Et là, il passe dans les couloirs avec un banjo et il joue du banjo. Et tu te dis, mais décalage total. Et en 2016, c'est en décalage.
Mais je pense qu'en 2010, c'était tout le monde qui jouait du banjo dans les couloirs, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'ai vécu ce moment où il y avait encore des gens qui jouaient du banjo. Ils faisaient des choses incroyables. Ils avaient des idées lumineuses et créatives et brillantes. Et progressivement, ça a basculé vers, effectivement, de l'industrialisation, passage à une nouvelle échelle, avec une entreprise qui est... voilà, moi, j'ai vécu moins de 3 milliards à plus de 4 milliards de volume d'affaires sur le moment où j'y étais. Alors que tu vois, moi, à l'époque dont je te parle, Cdiscount, du coup, venait tout juste de passer le milliard, était le premier e-commerçant à faire 1 milliard. Et tu sais, en fait, ce qui est fou, c'était, je me rappelle, l'année précédente, ils avaient révolutionné le truc. Ils étaient les premiers à vendre du pinard en e-commerce. Ouais. Alors que maintenant, c'est la base, tu vois. Moi, je te raconte, c'est il y a 15 ans, tu vois. Mais c'est vrai que c'est fou maintenant, en fait, les ordres de grandeur. Déjà, à l'époque, on disait, putain, 1 milliard, t'imagines? Même à l'époque, Amazon France faisait 750 millions. Je crois même VP faisait pas 1 milliard, tu vois. Parce que VP, c'est pareil, je crois qu'ils font 4 milliards, un truc comme ça, non? Ouais, c'est fou. C'est stratosphérique, c'est des business gigantesques et qui ont été industrialisés pour aller plus loin, de façon structurée, à apporter de la rentabilité, à arrêter de vendre des produits où systématiquement, quand tu le vends, tu perds de l'argent. Enfin, des décisions assez claires. Donc là, tu es chez nos amis de Cdiscount. Ouais. Est-ce que, en fait, c'est ça une question que je ne t'ai pas posée, mais est-ce que toi, tu fais partie en fait, de cette école de ceux qui ont toujours voulu être entrepreneurs, mais bon, qui se sont laissés en fait happer par la vie civile, le bon salaire, sortie d'école, femmes, enfants, donc bon, c'est pas le bon moment, etc. Ou est-ce qu'en fait ça s'est tombé sur le tard et donc du coup pendant cette époque Cdiscount? En fait, j'aime bien dire que j'étais un oui mais. Donc j'avais envie, mais je trouvais toujours une bonne raison de ne pas le faire. Ouais. C'était l'inconfort, c'était le risque. Mais au fond de moi, j'avais toujours eu envie d'être un créateur de quelque chose. J'avais toujours envie d'imaginer quelque chose qui n'existait pas ou de sublimer quelque chose qui existait déjà, mais de faire quelque chose d'encore meilleur. Et en fait, j'ai jamais eu le courage. Et quand je me regardais, je me faisais peur, mais quand je me comparais, je me rassurais. Et au fur et à mesure de tout ça, j'ai appris énormément sur les autres, sur moi, et j'ai compris ce qu'était un intrapreneur, parce que j'ai découvert que j'étais un intrapreneur. Et je le faisais avec une implication hyper forte. Et je vivais les marques dans lesquelles j'étais. Tu vois, dans le fond dans lequel j'étais, on avait Buffalo Grill qui était en portefeuille. Mais en fait, avec ma femme, on allait chez Buffalo Grill. Je connaissais par cœur Buffalo Grill. J'étais à fond. Et ma femme. Et on embrasse le Buffalo Grill. On embrasse le Buffalo Grill. Sartec la viande grillée. Et en fait, je vivais les émotions des marques pour lesquelles... Et en fait, c'était de l'intrapreneuriat. Je voulais mettre toute mon énergie dans faire grandir les choses. Et chez Cdiscount, c'est ce que j'ai pu faire, notamment avec la naissance de C-Logistics, la filiale de Cdiscount. Et voilà, et on a signé une grande marque de luxe. Et le jour où on a signé cette grande marque de luxe, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'encore plus incroyable chez Cdiscount que ça? Ouais. Et là, je me suis dit... loi du regret minimum. Je pense que j'ai vécu ce que je pouvais vivre de plus incroyable chez Cdiscount. C'est quoi la loi du regret minimum? Je suis dans une situation maintenant. Je me projette dans 10 ans. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Et est-ce que ce qui peut m'arriver de mieux, c'est ce que j'espère? Si c'est ce que j'espère, je donne tout pour y arriver. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas aussi incroyable que ce que je pourrais faire ailleurs, regret minimum, je vais prendre le chemin où je peux avoir la meilleure espérance in fine. Ok, intéressant. Mais tu as utilisé aussi des mots qui sont importants parce que, en fait, tu as commencé t'as pris le bon mot, en fait, c'est que tu as trop kiffé l'intrapreneuriat. Ouais. Parce qu'en fait, l'intrapreneuriat, c'est tout ce qui est cool dans l'entrepreneuriat sans ce qui n'est pas cool. Ouais. C'est-à-dire, tu as utilisé les bons mots, l'inconfort, la prise de risque, qui sont, on va dire, un peu les deux choses en fait qui freinent les gens et qui font qu'il y a une sorte de barrière à l'entrée, quoi. Et en fait, du coup, c'est quoi le moment en fait? Donc c'est ce déclic-là qui t'a fait dire en fait, justement, loi du risque minimum, je suis capable maintenant de dire vas-y, cet inconfort, je peux le vivre et j'ai envie de prendre le risque. Et là, à ce moment-là, il y a dans l'accélérateur de start-up chez Cdiscount, il y a beaucoup de start-up qui sont accélérées là-bas, qui me font des offres pour que je les rejoigne, pour industrialiser, pour aller du seed à la série A, pour aller de la série A à la série B, pour accélérer. Et là, il y a une offre où je me dis, j'y crois, j'y vais. Et là, le oui mais devient allez, vas-y. Et c'était quoi le truc? C'était une start-up dans la traçabilité sur les réseaux logistiques et transport grâce à des jumeaux numériques qui utilisaient des NFT. Ouais, ok. Bon, j'avoue, j'ai rien compris, mais... Concrètement, c'est un colis qui va être passé de personne en personne. Ouais. Il est
parfois perdu dans X% des cas, 1, 2, 3, 4% des cas. Et l'objectif, c'est d'y ajouter un tracker numérique pour que les personnes, quand ils se le passent de personne en personne sur le flux, disent je te l'ai donné, tu es d'accord avec moi. Ok. Et à la fin, tu réduis significativement les pertes. Ok, je comprends. Et il s'avère que c'est une aventure dans laquelle j'ai eu beaucoup de découvertes quand j'y suis arrivé. C'était plutôt une boîte de services qu'une boîte de produits. Et il y a eu beaucoup de déconvenues. Et j'y suis resté très peu de temps parce que j'ai vu que ça ne fonctionnerait pas. Et d'ailleurs, c'est une boîte qui fonctionne plus. Mais on les embrasse quand même. On les embrasse quand même. En revanche, j'ai fait une découverte incroyable dans cette boîte et toujours transformé un échec en opportunité. J'ai rencontré l'un de mes deux cofondateurs. Ok. Et lequel? Johan. Il y a Johan et Nicolas. Ok, moi je connais Nicolas. Tu ne connais pas, exactement. Nicolas, on se connaît depuis les ponts. On a fait les ponts tous les deux. Donc on se connaît depuis 17-18 ans. Et Johan, lui, on a bossé pendant ces quelques mois ensemble dans cette start-up. Et un jour, j'ai dit, je vais partir. Et je voudrais partir avec toi parce que j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et tu fais avec un génie incroyable tout ce que je ne sais pas faire. Lui, il est CTO. C'est un développeur, mais incroyable, incroyable. Il avait en 2008 créé une boîte qu'il a revendue à Allo Resto. Dans un moment, il était dans son canapé en 2008. Il voulait commander une pizza, il ne pouvait pas commander de pizza. Et donc, il a monté quelque chose qui allait faire le marché de Deliveroo et compagnie. Et il a revendu ça à Allo Resto. Ça s'appelait Click et Croc. Ok, sympa. Et donc, il a monté ce business-là, puis 2 autres business. Et puis après, il était dans les grands groupes et tout. Et à chaque fois, il a scalé à des millions d'users. Donc, il a vraiment fait des choses incroyables d'un point de vue techno. Et donc, on a décidé de quitter cette aventure ensemble. T'as déjà l'idée là ou pas? Et là, on a des idées, mais en fait, on part sur un truc. Au début, c'était un projet qui s'appelait Boomerang. Boomerang, c'est... J'aime bien la brand, ouais. C'était quelque chose, quand tu le partages avec quelqu'un, il revient. Donc l'objectif, c'était de dire je te prête un bouquin, il revient. Je te prête une paire de chaussures, elle revient. Je te prête une perceuse que tu utilises dans sa vie totale 12 minutes. En fait, je préfère la partager avec tout mon entourage et reviens parce qu'en fait, tu sais plus à qui tu l'as prêté. Et puis on a itéré. Et puis en fait, il y a plein de boîtes qui sont en train d'apparaître sur ce sujet, qui ont apparu aussi. C'est quoi le business model? C'est de l'abonnement? En fait, c'était tout le sujet, c'est qu'il n'y avait pas de business model. Il y avait une idée, il y avait une conviction, mais il n'y avait pas de business model. Et il y avait ce qui marche en Europe du Nord, ce qui ne marche pas en Europe du Sud, bref, plein de choses. Et donc, en fait, on kill rapidement cette première idée. On passe en mode startup studio en disant, lui et moi, Johan et moi, en disant, à chaque instant, chaque semaine, on va avoir 80% de notre temps dédié à un sujet et 20% de notre temps dédié à tous les autres sujets. Et on va noter chaque fin de semaine, or, argent, bronze, et on partage à notre réseau parce qu'il faut qu'on se fasse voler notre idée. Ok, sympa. On itère. Il y a des sujets dans la santé, des sujets dans le médical, il y a des sujets dans vraiment pur produit tech autour de l'image, enfin plein de choses. Et puis des choses autour de l'IA. Par exemple, j'ai écrit 2 livres avec l'IA. T'as écrit 2 livres grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. Toi, t'as écrit 2 livres? J'ai écrit 2 livres. Putain, lourd, t'as écrit quoi? Donc, j'ai écrit un livre sur How I Met Your Mother que Alphonse, Basile et César liront quand ils auront 15 ans. Putain, parce trop bien. Que l'histoire de la rencontre avec ma femme est assez incroyable et je l'ai écrite. Et voilà, c'est un livre, pour l'instant, il y a quelques personnes qui l'ont lu, dont ma femme. Ah, génial. Et j'ai hâte qu'ils puissent la lire. Ah, c'est marrant. Ouais. Et deuxième livre, c'est... Et tu l'as écrit avec de l'IA? Et je l'ai écrit avec de l'IA. Mais du coup, avec quoi à l'époque? C'était quand? GPT 3.5. C'était novembre 22. Ah oui, donc ça venait de sortir. Enfin, ça venait de sortir. Ouais. L'un des first users en Europe là-dessus, tu vois. Donc j'ai itéré. Ça marchait déjà bien là quand même? T'as réussi? Ça marchait bien, mais en fait, il y avait beaucoup d'hallucinations, beaucoup d'erreurs. Et donc en fait, j'ai appris à contrôler ça. Et ça a été hyper important dans la suite de mon aventure. Ok, intéressant. Et deuxième, j'avais une liste dans mes 10 choses que je voulais faire. Et il y avait une date maximale pour réaliser cette chose. C'était écrire les mémoires de mon grand-père avec mon grand-père. Stylé. Qui a aujourd'hui 95 ans, mais qui à l'époque en avait 93. Et à chaque fois que j'avais un cadeau à lui faire, je faisais un cadeau pour que lui écrive ses mémoires. Donc je me rappelle, à mes 20 ans, j'ai dit je t'offre un Parrot pour faire un voice to text. Je lui ai offert écrire ses mémoires pour les nuls. Non pas que je le trouve nul, mais je me dis il va falloir le déclencher. Mais il a jamais passé le pas. Il a jamais passé le pas. Ouais. Et en fait, quand je regarde dans le rétroviseur et quand je me pose la question, je me dis mais à chaque fois que j'en ai parlé avec lui et qu'on partait dans cette direction, il finissait toujours par me raconter le même morceau de son histoire et on n'allait jamais découvrir le reste. Et donc, il avait sa zone de confort de son histoire qui faisait qu'on terminait toujours au même endroit. Et donc, moi, je n'arrivais pas à avancer à cause de ça. Donc, je donne ce rôle à l'IA en 2022-2023
Et je dis, t'es mon ghostwriter. On va écrire ce livre à 4 mains, plus toi. Moi, je suis chef de projet. Mon grand-père est le créateur d'idées et toi, tu es celui qui va nous aider à l'écrire. Donc toi, est-ce que tu t'es mis en mode voice to text du coup? C'est-à-dire que tu l'interviewais, il parlait et du coup... Dans un premier temps, j'ai fait projet et j'ai dit comment on fait à l'IA. Et l'IA m'a donné une stratégie, un projet, playbook, un playbook. Ouais. Et donc là, ça a commencé par 22 questions. Ces 22 questions, je les ai envoyées à mon grand-père. Et là, ma grand-mère m'a appelé, m'a dit... Donc mon grand-père s'appelle Pierre, mais on l'appelle Peter dans la famille. Et Peter, ma grand-mère, Granny, m'a dit... Peter, ça fait 2 jours que je le vois plus. Il ne fait qu'écrire des réponses à tes questions. Incroyable. Et tous les soirs, il le faisait sur Word. Et tous les soirs, il réimprimait de peur de perdre ce qu'il avait fait. Et donc, il y avait la pile qui se cumulait à côté de lui. Donc, je l'ai formé à Google Doc pour qu'on travaille ensemble dans le même doc. Ah ouais, et en A5. Et en A5. Et c'est là qu'on a commencé à écrire ses mémoires. Et ces mémoires s'appellent Les ailes du destin. Génial. Elles sont imprimées, partagées à toute la famille. Et toute la famille m'a fait une demande de V2. Et donc, j'ai ma V2, voilà, elle est maintenant dans ma liste de choses à faire, mais moins prioritaire parce que la V1, elle est déjà outstanding et on est trop content. Et voilà. Et en fait, j'ai utilisé l'IA pendant des milliers d'heures. Ouais, donc du coup, t'as pu en fait vachement l'apprivoiser avec un use case sympa en fait. Avec du un coup, use case tu vois. sympa. Ouais, ok. Avec deux use cases sympas. Et parmi les idées, il y avait le ghostwriter pour écrire les mémoires des gens. Ouais. Parce qu'en fait, ça coûte entre 4 000 et 10 000 euros. Et donc, je me suis dit, on peut faire une offre à 150 euros. Et en fait, je me suis dit, je l'ai fait pour mon grand-père, mais c'est pas une passion. Je veux pas y passer ma life là-dedans. Je veux pas en faire un produit. Il y a un business à faire, mais c'est pas le business dans lequel j'ai envie de passer mes 10 prochaines années. C'est B2C. Je sais pas faire du B2C, décidément. Ouais. Je pense qu'il faut pas que vous les mettiez là, les trucs. Hein. Les voix. Ah ouais, non mais t'inquiète. C'est moi qui ai tapé dedans? Non, mais tu sais, en fait, je pense qu'elles sont pas très équilibrées, t'inquiète. Tu veux qu'on la mette comment? Tac. Non, vas-y. Et donc, je suis pas B2C. Moi, concrètement, je suis quelqu'un du B2B. J'ai fait que du B2B dans ma vie et c'est ça qui m'anime et c'est aller convaincre des marques, c'est scaler des marques. Et donc, on abandonne ce projet et on croise la route de Nico. Avec donc qui, ton pote Dépenses des Chaussées. Avec qui on s'était dit en 2022 on va créer une boîte ensemble. C'était un sujet dans la silver economy. Puis on a dit en fait on veut pas y passer 10 ans. Combien de fois on m'a proposé aussi des trucs comme ça, mais faut le faire un peu avec passion quand même. Faut avoir un peu une. Et il nous manquait ça. Ouais. Il nous manquait ça. Et la silver economy, pour ceux qui savent pas, c'est le business du troisième âge quoi. Ouais. Et on voulait le faire concrètement pour les personnes qui étaient concernées dans notre entourage. Donc, c'était par égoïsme qu'on voulait le faire, et c'était pas par passion. Ouais. Et donc, on s'y voyait pas. Et donc, on a dit, terminé, on est d'accord, oui, on termine. 2023, on voulait faire un sujet sur une de nos passions, la lecture, et on voulait donner une valeur résiduelle au bouquin qu'on achète sur liseuse. Parce que concrètement, tu as acheté ton bouquin sur ton Kindle, tu peux pas le revendre à quelqu'un, tu peux pas le partager à quelqu'un, il est bloqué sur ton Kindle. Et on s'est dit, c'est dommage, parce qu'un bouquin, tu aimes bien le prêter, tu aimes bien le revendre. Tu vois, il y a une seconde vie au bouquin. Et donc, on avait été explorer ça, puis on avait vu une étude sur la lecture, et en fait, Netflix fait que tous les ans, tu as 10% en moins. C'est ouf. Et donc, aller sur un marché en déclin, ça ne nous faisait pas... moi, j'avoue que je suis coupable. Pareil, je dois lire un bouquin par an. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais... Et donc, on lui partage nos médailles d'or, d'argent et bronze. Et là, grâce à une copine en commun, Caroline dit à Nico, t'as une idée, ça fait longtemps. Il y a Johan et James qui sont en startup studio, partage-leur ton idée. Et là, Nico, il fait un one-pager. Donc, il écrit en une page son idée. Il me l'envoie et puis il me dit, I had a dream. Vraiment, lui, il a fait 15 ans de service client. Et mon rêve, c'est de créer le produit que j'ai rêvé d'acheter pendant 15 ans. Okay. Et ce produit, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle Super Agent. On met une cape de super-héros sur les agents du service client et on leur permet de répondre plus vite et mieux, à moindre coût, grâce à l'IA. Magnifique. Je dis, il faut que tu me racontes. Et donc là, il m'explique. Volet numéro 1, on va être un copilote pour les agents. On va leur simplifier la life avec des brouillons de réponses. Volet numéro 2, on va faire un chatbot pour interagir directement avec le consommateur final. Fini les arbres de décision, fini les chatbots qui ne fonctionnent pas comme avant. Et troisième, on va créer une plateforme dans laquelle on va intégrer toutes les données pour que tout ça arrive de façon hyper structurée et qu'on puisse le mettre à disposition des marques. Et tout ça avec une ligne de fabrique qui est, on veut être plug and play. On ne veut pas que ça mette du temps à être installé et que ça soit coûteux à installer. On veut que ça soit branché et que ça fonctionne. Ok. Et là, je dis, waouh, incroyable. Le one-pager devient 10 pages.
on itère. Je dis à Nico, est-ce que je peux le partager à Yo? Il me dit, vas-y. Là, on le partage à Yo, ça devient 20 pages. Et là, Yo dit, je vous monte un proto pour la semaine prochaine. Il monte le proto sur sa passion à lui, le tennis. Ça marche. On dit, OK, maintenant, on va le faire sur un use case, sur un cas d'utilisation dans le e-commerce, qui est notre zone de confort historique à Nico et moi. On crée un jeu de données synthétiques grâce à l'IA. Donc là où j'avais demandé à l'IA de me rédiger des bouquins, je demande à l'IA de me rédiger un workflow, donc un ensemble de process d'une boîte e-commerce. On le teste, ça fonctionne. Là, on va voir des bêta clients, on a appelé ça comme ça. Donc là, on est mai 2023, juin 2023. Juin 2023, le proto fonctionne. Je pense que c'est vers là où on s'est rencontrés. Parce que moi, quand je vous ai rencontré, mais vous étiez au début de chez Début. Je dis vous, non, au début, il n'y avait que toi. Ouais. Mais tu étais au début de chez Début, quoi. Je me rappelle quand tu m'as... C'est William Ovet, William d'Asphalt qui m'a dit il faut que tu ailles au Poney Club. Il m'a dit je te présente Hugo. Donc on s'est envoyé 2-3 WhatsApp. Est-ce que vous avez vos enfants qui vont dans la même école, un truc comme ça, non? Alors non, c'est pas via l'école, c'est via Paris. On est copains de Paris et on continue à se voir. Et on se voit beaucoup plus d'ailleurs à Bordeaux qu'on se voyait à Paris. Top. Bordeaux nous a bien rapprochés. Et en fait, tu me dis, vas-y, Feu, tu rejoins le Poney Club, présente-toi. Et là, à ce moment-là, je dis, mais je vais me présenter et on pourrait retrouver ce que j'avais écrit. Mais en fait, je parlais pas du tout de Clark. Je disais, en gros, je suis, voilà dans le rétroviseur qui je suis. Et je suis en train d'entreprendre, j'ai plein de projets en cours. Ouais, ok. Tu sais, et j'aime bien courir. Et donc ça, c'est le moment où j'arrive dans le Poney Club. Je pense que ça doit être mai ou juin, exactement à ce moment charnière. Et en fait, juillet 2023, on a des design partners, on a une liste de personnes qui disent « Ok, moi je veux travailler avec vous, on va signer un contrat ». Et là, on dit on ne peut pas encore signer de contrat, on n'a pas encore de statut. Donc on dépose les statuts le 17 juillet 2023. Et Super Agent devient Clark, en hommage à Clark Kent. Ah, mais j'avais même pas fait le rapprochement. Okay. Et le pragmatisme des entrepreneurs avec un nom de domaine, avec un K était moins cher qu'avec un C, donc on a pris le K et on adore le branding avec le K d'ailleurs. Et c'est Clark.ai. Clark.ai avec un K. Et donc on est parti dans cette direction. On a eu 3 design partners. Et là, ma femme m'a dit « Je suis trop fier de toi ». Je suis trop fier de toi. Et ma femme, c'est un peu mon mentor. Tu vois, elle est hyper concrète, pragmatique. Elle m'a dit, mais en fait, moi, je serais fier de toi le jour où tu auras facturé ton premier euro de chiffre d'affaires. Et donc là, ma North Star, ça devient à quel moment, les gars, notre produit sera suffisamment bon pour pouvoir facturer. En fait, c'est vrai, mais en fait, c'est tellement, cette phrase, elle paraît tellement bateau. Ouais. Mais en fait, il y a tellement de gens qui se branlent avec leur idée, leur boîte, machin et tout. Mais en fait, à partir du moment où personne qui est de ton entourage et qui t'a plus filé de l'argent en fait pour te faire plaisir ou quoi, mais quelqu'un a vraiment dit ouais, je vois de la valeur dans ton produit, dans ton service, du coup je sors ma carte bleue et je paye pour ça. T'as pas de boîte pendant tant que t'as pas fait ça, quoi, tu vois. Et là, première facture, en gros 6 mois plus tard, octobre-novembre. C'était qui le premier client? Le premier client, c'était Immortal Game. Ok. Quelqu'un qui m'a fait confiance, c'était dans les jeux d'échecs en ligne. Ils avaient pris une orientation NFT, donc des parties d'échecs dans lesquelles tu as des missions, tu gagnes des rewards et quand tu gagnes ta partie avec ces éléments. Et donc ils nous ont fait confiance. Les deuxièmes, ça a été Voct, une plateforme de live commerce où tu as des vendeurs qui font du téléachat et qui vendent en gros leur paire de sneakers, leurs cartes de Pokémon, etc. Et le troisième, c'est Gringo, l'alternative française et responsable à Airbnb. J'ai investi chez Gringo, ouais. Je suis très content d'avoir un bon investissement, il marche très bien. Et ça marche bien, ça cartonne trop là, bien. Là, tu dois avoir beaucoup de messages là, à traiter là. Il y a beaucoup de messages, ouais. C'est ça qu'on va peut-être quand même redire, parce que c'est un peu clair. En fait, toi, tu l'as dit avec ta sémantique, que tu connais par cœur. Mais du coup, explique-le-moi comme si j'avais 8 ans et demi, tu vois, pour qu'on comprenne vraiment bien ce que c'est. Ce que j'explique à Alphonse, qui a 9 ans, c'est que le rôle de Clark, c'est de répondre à un client qui pose une question sur une commande qu'il va faire. Il va commander un pull vert en solde, il va l'essayer, il va le trouver bien, mais il va vouloir changer la couleur. Et donc il va dire, est-ce que je peux le changer? Et là, dans l'entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas changer un article en solde, parce que c'est la règle de l'entreprise. Et donc là, il y a un agent, un humain en face de ça, qui doit regarder ce cas-là et qui doit apporter une réponse au client. Et l'enjeu de Clark, c'est d'apporter la meilleure réponse possible, clé en main, en fonction de ce qui est propre dans l'entreprise. Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il va falloir dire,
je suis ravi que ton pull vert te plaise, enfin, que ton pull te plaise. Je suis désolé que le vert te plaise pas. En revanche, tu peux pas l'échanger, tu l'as acheté en solde. Néanmoins, comme tu es un client sympa, pour ta prochaine commande, je te fais 10%. Et tout ça, ça fait gagner énormément de temps et ça permet aux agents du service client de se concentrer. Donc, c'est un agent IA qui répond ça. Exactement. Okay. C'est un agent IA qui vient amplifier les pouvoirs d'un agent humain ou répondre directement à un consommateur. Donc notre enjeu, c'est d'apporter la réponse parfaite le plus vite possible au coût le plus faible possible. Ouais, voilà ça. Donc en fait, c'est le double, triple enjeu, quoi. Ouais. Ok. Et c'est comme dans la logistique dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, il y a deux choses antinomiques, c'est combien de références tu vas mettre à un endroit, la densité et la productivité, combien tu vas pouvoir en prendre. Ouais. Ben, dans le service client, c'est la même chose, c'est combien de messages tu vas pouvoir traiter par heure et quelle est la qualité perçue par le client final. Typiquement, on a un client qui a 20% de ses messages en russe et pour l'instant, quand il reçoit des messages en russe, il répond en anglais. Ben, grâce à Clark, à ses 20% de messages, il répond en russe. Ok. Donc tu poses une question, on répond dans ta langue, c'est un game changer. Mais comment tu fais ça? Parce que tu viens tout interfacer, tout intégrer, apporter la réponse dans la langue et l'agent humain, lui, il voit tout ça dans sa langue à lui, tout en ayant la certitude d'avoir les éléments bien connectés. Et donc, ça nous permet d'accompagner les entreprises dans la meilleure réponse au meilleur moment, à moindre coût. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse aussi dans tout ça, et puis je pense qu'il va intéresser aussi celles et ceux qui vont nous écouter, c'est en fait, c'est comment en fait on fait ça. Et en fait, parce qu'il y a encore plein de gens là qui vont nous écouter qui sont pas au même stade en fait dans leur apprentissage de l'IA, et donc en fait qui comprennent pas en fait comment toutes ces histoires de contexte, de prompt, de réponse, d'hallucination. Tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, pareil. Peut-être tout le monde n'a pas compris ce que c'est en fait l'hallucination. C'est quand l'IA elle te dit un truc avec aplomb, mais en fait c'est n'importe quoi. Voilà, en fait c'est juste que au lieu de dire je sais pas, souvent l'IA elle te raconte quelque chose quand même. Elle veut pas dire j'en sais rien quoi. En fait, l'IA en 2022 a fait 2 avancées majeures. Ouais. La première, c'est apprendre une quantité astronomique d'informations. Yes. Et la deuxième, c'est rédiger parfaitement sur cahier des charges. Ce qui était déjà pas mal, ce qui était déjà fou. Ce qui est incroyable. Ouais. La contrepartie de ça, c'est que si le cahier des charges n'est pas suffisamment précis, on va raconter n'importe quoi. Le cahier des charges, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler le prompt, du coup? Absolument. Voilà. Et donc concrètement, dans cette histoire du pull vert, si je dis est-ce que je peux changer mon pull vert, la réponse va être bien sûr, tu peux changer ton pull vert. Oui, mais c'est pas possible. C'est une hallucination. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien contextualisé. Parce que tu n'as pas expliqué quelque part, en cas de solde, on ne fait pas d'échange. Et donc, il y a 2 façons de faire dans l'utilisation de l'IA. La première, c'est ce qu'on appelle, et attention, je vais utiliser 2 mots barbares, mais je vais les expliquer, le fine-tuning. Et la deuxième, c'est le RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors vas-y, je suis trop chaud parce que pareil, moi, je ne saurais pas définir les deux là. Fine-tuning, je prends un modèle d'intelligence artificielle et je viens le renforcer. Alors, revenons à comment fonctionne un modèle et puis je vais expliquer le fine-tuning. Un modèle, c'est une machine à texte à trous. On a appris à remplir des trous. Donc, concrètement, je prends un livre, je donne ce livre à l'IA, je retire un mot et l'IA doit renseigner ce mot. Et donc, de façon auto-supervisée, elle va apprendre à remplir les textes à trous. Donc ça, c'est les modèles GPT. GPT, on connaît tous maintenant. En fait, est-ce que j'allais te demander, est-ce que du coup, le fine-tuning, c'est par exemple, moi, je vais sur ChatGPT, je vais dans MyGPT, créer un nouveau GPT. Là, je lui donne du coup un maximum de contexte. Je lui fais manger des PDF de quoi ou quoi. Ça, c'est du fine-tuning? Alors ça, c'est plutôt du mode projet dans GPT. C'est pas encore du fine-tuning. Okay. Fine-tuning, tu vas prendre un modèle et dans ce modèle, tu vas le surentraîner avec des paramètres, mais par millions. C'est pas par dizaines de documents, c'est par millions, par milliards. Et donc, tu vas changer sa bibliothèque de connaissances. Donc, comme un site e-commerce ou comme à l'échelle d'une boîte, en fait, tu viens te nourrir de toutes les infos internes à une boîte que tu ne trouverais pas sur Internet, par exemple. Et donc ça on pourrait faire ça. Est-ce que c'est comme ça que les sites e-commerce font? Pas nécessairement. Donc, c'est là où il y a eu la course à tous les modèles, donc les Mistral, les Claude. Ils sont tous partis de ce qui existait à un instant. Ils ont tous pris des choses et ils ont dérivé. Ils ont fait apprendre au modèle des nouvelles choses, donc ils ont embarqué des nouvelles connaissances dedans. Tu as dû entendre parler de millions de paramètres, de milliards de paramètres. Ouais. Donc ça, c'est du fine-tuning. Je prends un modèle existant et je le renforce avec de la connaissance additionnelle, mais de la connaissance systématique. D'accord? Donc je viens le faire désapprendre et apprendre. Et donc, je viens changer sa façon de remplir les trous. Très clair. Ça, c'est le fine-tuning. Avantage, je maîtrise les connaissances. Désavantage, je suis complètement cadenassé à ce modèle-là. Et s'il y a des avancées sur les autres, tout ce que j'ai fait ici ne sert plus à rien sur tous les autres. Ouais.
Et donc, je suis bloqué dans le passé. Deuxième méthode, le Retrieval Augmented Generation, le RAG, R-A-G. Le RAG, c'est je viens apporter à chaque fois que j'ai une question le meilleur contexte possible pour que ce ne soit pas de la connaissance absolue dans tout le modèle, mais que pour chaque question que je vais poser, je puisse faire venir les bons documents. Est-ce que tu peux donner un exemple pour illustrer exemple typique, moi, c'est pas le pull vert avec les soldes. Et ben dans ce cas-là, je vais aller chercher des exemples de commandes qui ont été passées pendant des soldes pour voir les réponses qui ont été formulées pendant les soldes. Et je sais que pendant les soldes... Mais par les humains, du coup. Par les humains. Ouais. Et donc, ça veut dire que sur le flux, sur 100% du flux de questions, je vais aller chercher le bon contexte exact que je vais mettre en prompt dans des IA de marché pour que j'utilise strictement la connaissance qui va servir cette question. Ok, vas-y, j'ai un exemple. Tu vois, par exemple, moi, en ce moment-là, je teste depuis plusieurs mois un outil qui s'appelle Fixer.ai, qui vient se loguer sur ma messagerie Gmail. Ouais. Et en fait, donc, du coup, il regarde mes mails quand il les reçoit et automatiquement, il m'édite un brouillon avec une réponse. Et franchement, 9 fois sur 10, j'ai juste appuyé sur envoyer parce que c'est nickel. Il parle comme moi. Il va chercher des infos, je ne sais pas où il les trouve, mais en tout cas, il les trouve et c'est exactement ce que j'aurais répondu. Il va... tu vois, par exemple, je sais pas, quelqu'un va me demander mon numéro de téléphone. Moi, je ne lui ai pas donné mon numéro de téléphone à Fixer, mais il va le trouver quelque part et il le donne. Ça, par exemple, c'est quoi? C'est du fine-tuning ou du RAG? C'est du RAG. C'est du RAG, ça, ouais. C'est pas renseigné dans un modèle, c'est chez toi, à chaque fois qu'il y a une question qui va être posée, quand il y a une question qui va être posée, il va regarder les fois d'avant comment tu as répondu, et il va contextualiser, donc il va mettre ça dans le prompt de la question qu'il va soumettre à probablement GPT, à ChatGPT, et il va te restituer ça. Et peut-être qu'il va apprendre au fur et à mesure de ton utilisation en disant bah là j'ai été bon, là j'ai pas été bon, etc. Pour que là l'avantage que Fixer a pour toi, c'est que tu es mono-utilisateur. Donc il n'y a que ta connaissance à toi. Donc en fait, c'est réputé être parfait et il n'y a que toi dedans. Quand tu mets un bac où il y a des dizaines, des vingtaines, des centaines d'agents qui répondent tous avec des process différents, avec des choses dans lesquelles il y a des intégrations, des suivis de colis, en fait, il faut intégrer tout ça avec des processus qui vont être évolutifs et des choses qui vont changer demain. Si tu as un entrepôt qui brûle demain, il faut cette information. Donc, il faut quelque chose d'évolutif. Donc ça, c'est pas du RAG, là, du coup. Et donc, ça serait du RAG dans lequel on vient rajouter des connaissances qui sont nouvelles. Et donc, l'objectif, c'est de mesurer ce qui était connu de ce qui était inconnu. Exemple typique, on me dit il y a un retard dans ma livraison, on est désolé, l'entrepôt a pris feu cette nuit. C'est une nouvelle connaissance, je ne l'avais jamais vue avant. Donc moi, j'avais essayé de répondre, je n'ai pas été bon, et donc je vois que cette connaissance est une connaissance nouvelle, et donc avec des règles de récence et récurrence, dans le RAG, je viens rajouter cette connaissance. Donc, typiquement Fixer, c'est du RAG. Ok, je pense que tout au long là, de l'épisode, je te reposerai d'autres questions comme ça parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Comme tu dis, en fait, toi, déjà, tu avais un peu le cerveau fait pour ça, tu as le cerveau ingénieur, c'était dans ta logique. Mais en plus, comme dans tes use cases plutôt perso, tu as passé du temps dessus et je ne sais plus à partir de combien d'heures, je crois à partir de 10 000 heures ou 10 000 heures, on peut dire qu'on est un expert. Toi, je pense que du coup, tu as dû quasiment les faire. Donc, c'est ce qui fait que tu peux apparaître en tant qu'expert là-dessus. Moi, mon autre question, c'est très pratique, là, pareil. Moi, pareil, avec le peu de connaissances que j'ai sur tout ça, comment vous vous intégrez face à, je sais pas, par exemple, à des Zendesk. Donc, des Zendesk, pareil, c'est là où tu ouvres des tickets de service client. Ou moi, par exemple, j'utilise pour mon SaaS, j'utilise Crisp. Mais d'ailleurs, tu vois, même moi, je ne saurais même pas te donner la différence entre Crisp et Zendesk ou quoi, parce que je n'ai jamais utilisé. Mais comment vous vous intégrez avec ces gens-là? Est-ce que vous êtes en concurrent, partenariat, complémentaire, décomplémentaire? Hyper bonne question. Et dès le début, on a eu comme point de départ pragmatique de dire on ne veut pas créer un nouvel environnement, on veut s'intégrer aux environnements existants. Donc pas de nouvelle interface, on veut s'intégrer dans les interfaces existantes, donc, par exemple dans Zendesk. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour que ce soit utilisé, il faut que ce soit le plus simple possible, que ça ne nécessite pas de clic. Tu le vois avec Fixer, le truc il est pré-rédigé, en fait tu te dis j'ai qu'à l'utiliser, c'est un game changer. Donc il faut que ce soit intégré de façon produite dans les outils du quotidien. Et il faut que ce soit de la meilleure qualité possible. Avec, pour celui qui va payer, un modèle où il est certain de payer pour quelque chose qui va lui apporter de la valeur. Donc un modèle au succès. Ça, c'est nos positionnements de base. Et donc on dit, ok,
nous, on veut faire retail e-commerce. Sur quel marché quel est l'outil le plus diffusé, le plus répandu sur retail e-commerce? Zendesk. Donc, on commence par faire Zendesk et c'est notre laboratoire. C'est là où on fait tout en avance de phase et qui est diffusé sur toutes les autres plateformes. Salesforce, Gorgias, Front, Freshdesk et Zendesk, bien sûr. Et on est même sur Eptica. Et là, tout ça, c'est avec des API? Et tout ça, c'est avec des API. Ah, okay. Exactement. C'est APIisé, tu mets un token, etc. L'installation prend 5 minutes. Il n'y a pas besoin de dev, il n'y a pas besoin de SI, il n'y a pas besoin de jour homme projet du côté de nos clients. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, on s'intègre dans ces environnements-là. Et notre singularité, c'est que quand on se branche à un client, on va apprendre de toutes les conversations historiques, de tous les tickets historiques. Donc, ce que Fixer a fait chez toi, tu vas avec récupérer tes mails, tout, quoi. Je vais récupérer tout. Et ça lui donne un contexte de ma boule, quoi. Ça lui donne un contexte de dingue. Et on va faire la différence entre de la bonne connaissance et de la mauvaise connaissance. Parce qu'on dit toujours garbage in, garbage out. Donc, en gros, de la donnée de mauvaise qualité en entrée égale de la donnée de mauvaise qualité en sortie. Et donc, comment on fait pour craquer ça? Et donc là, on a créé notre knowledge scoring. Là où Amazon a inventé dans le e-commerce la buy box. Concrètement, tu achètes un truc sur Amazon, tu as 30 personnes qui se battent, 30 vendeurs qui se battent pour te vendre ce produit, par exemple ce verre. Tu vas avoir 30 personnes et tu n'en auras qu'un qui aura le droit de te le vendre. Il aura le bouton buy box parce qu'il aura le meilleur produit au meilleur prix avec le meilleur niveau de service. Mais nous, on a fait la même chose avec le contexte. Donc, on a fait du RAG à grande échelle. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher dans toutes les connaissances et avec des règles métiers, d'experts que nous sommes du service client, on a été noté chacune de ces éléments sur chacune des questions qui vont être posées pour avoir le meilleur contexte possible, le plus fin et le plus étroit possible pour documenter ça et orienter l'IA de façon contrainte et sans hallucination. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos clients utilisent des plateformes comme Zendesk, Crisp, Front, Gorgias, Salesforce. Et notre singularité par rapport à ce que ces solutions proposent nativement, c'est que ces gens-là, ils sont experts du ticketing ou du workflow, c'est-à-dire trouver la meilleure personne dans l'organisation pour répondre à une question. Mais c'est fou qu'ils ne mettent pas d'IA avec de la pré-réponse, etc. En fait, moi, je pense que c'est l'une des premières questions peut-être que je t'avais posée quand tu m'avais pitché Clark. C'est en fait, qu'est-ce qui les empêche, eux, de faire ce que vous avez fait en fait? En fait, ces acteurs-là, leur modèle économique, c'est de vendre des licences. Ok. Donc, c'est de vendre à chaque fois qu'il y a un agent humain qui utilise la solution, il gagne plus d'argent. Donc, si tu expliques ça... Ok, j'ai compris. En fait, eux, ils n'ont pas d'intérêt, en fait, du coup. Donc, ils ont une obligation de marché, d'aller dans cette direction. Et donc, eux, ils font ça. Et ils ont une legacy, ils ont une dette technologique autour de cette assignation de tickets et autour de ce modèle économique qui fait qu'ils veulent vendre des licences. Donc ça, c'est un point de départ. Et les décisions qu'ils ont prises pour aller dans la direction de l'IA, c'est de brancher des foires aux questions et des bases de connaissances à ChatGPT. Et là, c'est plus des chatbots, en fait, non? C'est soit des chatbots, soit du drafting. Mais en fait, t'as jamais de... Tu vois, si quelqu'un te pose ta question sur son colis, ils sont pas intégrés à ça, ils ne pourront pas te répondre. Si toi, tu me dis où en est ton colis, c'est souvent décevant, ces réponses-là. C'est méga décevant. Et en fait, si tu n'intègres pas ça at scale, grâce aux connaissances historiques, grâce au process et tous ces éléments, en fait, tu gagneras jamais. Et donc, systématiquement, quand on est comparé à ces solutions, mais on est dans une autre dimension. Parce qu'on est bien meilleur, parce que 100% de notre chiffre d'affaires, 100% de notre R&D, elle est orientée sur ça, et chacun son expertise. Tu vois. Ouais. Et donc, concrètement, il y a même certains de ces acteurs qui nous ont identifiés comme la meilleure solution et la meilleure alternative. Et il y a même l'un des acteurs qui nous dit qu'on est meilleur que son propre produit en interne à ses propres clients. Ok, oui. Et attends, du coup, quand vous parce que là, je refaire juste pour reprendre le fil un peu de la chronologie, c'est que là, donc, vous avez cette idée. Ouais. On a les 3 design partners. Voilà. À quel moment, là, je crois que vous avez levé un peu de fonds, non? Et donc, à quel moment vous vous dites, bon, vas-y, maintenant c'est bon, on y va, il nous faut un peu d'oseille pour le moment pour où les 3 clients ont leur première facture, on dit, OK, on a un produit de marché, on n'est pas une boîte de service. Ok. Et donc, c'est ça qui a été vraiment hyper intéressant dans la démarche qu'on a eue, c'est de dire on va commencer par 3 clients pour éviter de faire quelque chose qui ne sert que un des 3. On va faire de l'asynchrone écrit, donc avec un droit à l'erreur pendant les 6 premiers mois. Les premiers mois, c'était cata ce qu'on faisait. C'était cata. Et donc, en fait, on a 100% des drafts de réponses qu'on a fait ont été mis dans les mains d'agents
et on les a confrontés systématiquement à la réalité du terrain. Donc on a pu prendre des décisions pour faire grandir notre produit. Et au bout d'un moment, les 3 ils disent, à peu près en même temps, on est prêt à payer. Ok. On dit ok, that's the time, tu vois. Et c'est à ce moment-là, décembre 2023, qu'on a levé 1,7 million. Que full BA là du coup? Donc c'est quasi full BA. Il y a Kima. Ils mettent quoi? Ils mettent 150 à ce moment-là, ils mettaient des tickets de 100. Ok. Tickets de 100, puis après il y a deux micro VC qui étaient là, Super Capital et Source Ventures, et après DBA. Ah oui, Super Capital, ils mettent pas mal aussi. Ouais. Et toi, vas-y, du coup, ça m'intéresse là, parce que je crois que c'est toi qui as piloté ça. Ouais. Le moment où vous vous dites, ok, bon, on a un produit, on a 3 clients qui disent, ok, on paye. Comment, alors là, tu vois, en plus, moi, c'est très intéressé parce que, mine de rien, moi, j'en ai jamais fait de levée de fonds. Et du coup, j'aimerais bien savoir, en fait, c'est quoi le process? Comment on s'y prend? Donc là, on sait qu'on a envie de lever. C'est quoi, en fait? Alors, je vais donner plein de choses à l'appel. Après, peut-être que tu vas me donner un peu l'ordre dans lequel tu fais. Tu vas sûrement rajouter, modifier, supprimer. C'est quoi, en fait? Déjà, il faut savoir de combien on a besoin. Quel valo on va donner un peu à sa boîte. Bon, même si là, il y a sûrement des techniques. Peut-être on ne sort pas que des montants, on va dire, du chapeau. Et là, c'est quoi? On fait une liste et on essaie de choper des rendez-vous avec ces gens-là, en fait. Ce que tu viens de résumer, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Dans la vraie vie, c'est jamais ça que tu fais et c'est une grosse erreur. Ok. Donc, 1, définir de combien on a besoin. 2, comprendre quelle est la valo qu'on peut avoir. Et 3, définir à qui on va le demander. Et c'est ce 3e point qui est vraiment clé et que tu ne peux faire que lorsque tu as une vision claire sur le premier au moins. Ok. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que au moment où tu mets working on something new sur LinkedIn, tu as tous les VC qui t'appellent. Donc les venture cap, donc les fonds. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est leur mécanique et qu'ils vont identifier des boîtes dans lesquelles investir. Et donc, directement, dès le mois de en gros, mai, juin, juillet, puis le Something New devient Clark en juillet, on a énormément de VC. Donc il faut mettre ça dans ça. En fait, c'est quoi? C'est dans la bio, quoi. Et c'est en gros, au lieu de dire je suis CEO et co-founder chez Clark, dans ta tagline, dans ton poste, faut mettre working on something new. Ok. Et là, forcément, tu as des gens qui t'appellent. Plein. Mais que des fonds, pas des BA. Que des fonds. Ok. Et là, l'erreur, c'est que à ce moment-là, tu n'as pas encore dit de combien tu as besoin, mais tu n'as pas encore dit quelle était ta valo, et c'est assez valorisant à ce moment-là de répondre à des gens qui viennent te voir en disant explique-moi sur quoi tu travailles. Et donc là, tu prends un tunnel, tu parles à tout le monde, tu leur expliques ce que tu veux faire. L'avantage, c'est que tu exposes ton idée et tu vois des ressentis marché et tu sens... Tu prends du feedback quand même, ouais. Tu prends énormément de feedback et tu prends un tunnel. Ouais. Tu prends un tunnel parce que ça prend du temps. Et ce qui te défocus un peu du produit et du développement, quoi. Ouais. Et surtout quand tu n'es que 3 co-founders à ce moment-là. Ouais. Donc tu prends 50% du temps d'un des founders à faire que ça, alors que tu as 300% de bande passante. Quand tu parles de tunnel, c'est quoi? Tu as pris 30 calls? C'est où on parle de plus ou de moins? Tu peux prendre 30... Enfin, en gros, tu as 30 personnes avec qui tu vas parler de ce que tu as envie de faire, de ton projet. Tu n'es pas en levée. Tu vois, il y a... Quel intérêt en fait, quand on parle du coup avec beaucoup de fonds comme ça, en général, c'est quoi? Enfin, surtout parce que là, tu es en pré-seed, quoi. Ouais. C'est rare quand même du coup des fonds qui rentrent aussitôt, non? C'est hyper rare. Après, il y a des fonds qui sont spécialisés aussi. Mais en fait, c'est un moment où les fonds, ils ont du temps, ils ont de l'argent à dépenser et donc à investir. Et donc, en fait, à ce moment-là, toi, on te dit, est-ce que vous seriez prêt? Oui. À combien? Tac. Ok, on y va. Et puis, en fait, tu as des fonds qui disent, c'est un peu petit pour moi, mais tu pourrais lever plus. Et donc, en fait, là, on est dans des discussions de non-levée à ce moment-là, mais c'est de prépositionnement. Et en fait, ce prépositionnement, on a discuté avec des personnes en juillet et en août. Et en fait, ça nous a servi à alimenter notre vision, mais on n'était pas en levée, tu vois. On n'était pas en levée, on était en prise de feedback. Et à refaire, à ce moment-là, j'aurais parlé à 3 et non pas à plus de 15. Ok. Mais par contre, c'est un bon playbook. Le moment où tu te dis, c'est bon maintenant, j'y vais, j'ai besoin de lever, tu fais ça, et là, tu te mets en roadshow, tu te donnes 2 mois, et tu dis, vas-y, là, j'enquille, quoi. Et là, concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça prend 3 mois, dans le meilleur des cas, entre début et collecte du cash. Ok. 3 mois. C'est pas mal, quand même. C'est ce qui nous est arrivé octobre, novembre, décembre. Je pense que c'est quand même assez rapide, hein. Il y a plein de gens qui mettent plus de temps. Parce qu'on avait été vachement préparés en juillet. Ok. Tu vois, on avait eu ça, on avait parlé à pas mal de VC, on avait vu que les VC, c'était pas pour nous. On avait vu qu'en fait, dans ta fameuse liste, point numéro 3, c'est pas les VC qui vont être intéressés à ce niveau. C'est les BA. C'est les BA.
et les micro VC. Toi, sur 1,7 million, t'as dit 1,7 million. 1,1 en equity et 650 en dette. Ok, donc tu as levé 1 million, quoi. Ouais. Et donc, tu as Kima, Super Capital. Donc, Kima, ils mettent 100. Ouais. Et tu as 2 autres petits VC, hein, c'est ça? Deux autres micro VC qui mettent Super les mêmes Capital, c'est qui le chef de ça déjà? Comment il s'appelle Alors, nous, on parle beaucoup à Thibaut Jiménez et le chef, son nom m'échappe, il va m'en vouloir. Ça va me revenir. Vas-y, t'inquiète. Ça va me revenir. Et ça, pareil, je sais pas si c'est public, hein, ils mettent quoi? Ils mettent des 50, 100K? Leur ticket, ils mettent un ticket 50. Ok. Et après, ils peuvent monter des SPV avec des investisseurs sur lesquels ils rajoutent une couche par rapport au ticket classique. Donc, tu as pris quand même genre plus de 800 000 € avec du full BA. Et donc, on a pris beaucoup de BA. Ouais. C'est quoi le ticket moyen des BA du coup? Donc, les BA, on avait mis un minimum à 20. Ce qui est beaucoup. Et les plus gros BA, ils sont aux alentours de 80. Ok, sympa. T'en as comme ça que tu peux name drop ou c'est tout secret? Donc, il y a Laurent Delaporte. Ok. Qui a été l'un des premiers salariés Europe de Microsoft et qui a été le CEO aux côtés de Stéphanie Delestre dans l'aventure Kappa qui a été revendue. Ouais. Il y a François Wyss de Hubble. Il a cédé à Checkout. Thomas France, le cofondateur de Ledger. Sympa. Thibaut Hugues Delarose, le cofondateur de Back Market. Qui est à Bordeaux aussi. Gros joueur de paddle. Il y a Emmanuel Grenier. De Cdiscount. Qui est toujours CEO. Lui, il a quitté Cdiscount il y a 2 ans. Ok. Et il est DG e-commerce France de Carrefour. Ah, mais oui, exact. Putain, mais j'ai plus du tout la notion du temps. Moi, je me rappelais qu'il avait quitté Cdiscount, mais genre, j'allais te dire, c'était en fin d'année dernière ou quoi. Putain, en fait, c'est depuis 2 ans, ok. Et il y a, tu vois, l'écosystème bordelais fait des choses assez incroyables aussi. Quelqu'un qui nous a rejoint après le mois de décembre. Nicolas Canas, le fondateur de Shiro Games. Si tu le connais pas, il faut que je te le présente. Il est à Bordeaux. Grave. Et clairement, tu vois, c'est ce type de profil assez extraordinaire quand tu verras son pédigré. Des gens comme ça, à Paris, c'est très compliqué à rencontrer. Et la proximité bordelaise fait typiquement que des gens comme ça, on a pu les rencontrer et c'est des très bons sparring partners. Ok, trop bien. Et lui, il est à Bordeaux aussi. Ouais. Et c'est quoi comme profil? Il a quoi? Il est à notre âge, plus vieux? Lui, il est un peu plus vieux. Je crois qu'il doit avoir 6-7 ans de plus que moi. Ouais, donc il est jeune quand même. Il est jeune et il a monté 2 boîtes. La première, il l'a vendue et la deuxième, il a fait monter un fonds CapDev dessus. Ok, trop bien. Donc toi, dans le jeu vidéo. Ouais, trop stylé quoi. Donc la première, c'était jeux vidéo mobile. La deuxième, c'est jeux vidéo. Et par exemple, c'est eux qui ont fait le jeu avec la licence Dune. Je connais pas. Okay. Ah, Dune, ok. Pardon, je vais dire Dune, je connais pas. Moi, j'avoue que je dis à la française, moi, comme un gros beauf, Dune. Ok, non, mais trop cool. Donc, en fait, et toi, pareil, comment tu t'es organisé là-dessus? Est-ce que tu étais vraiment full-time pendant 2 mois là-dessus? Ou est-ce que, genre, dans ton l'MCAL ou Calendly, etc., tu disais, vas-y, mardi, mercredi, jeudi, après-midi, là, vous pouvez prendre des slots, c'est quoi? Tu prends des slots de 30 minutes, 1 heure? 30 minutes. Faut pas plus, je pense. Faut pas plus. Un discovery de 30 minutes. Ouais. Il faut être hyper clair sur où on en est, pas donner de mauvaises... Hyper sharp, quoi. Ouais. Et en fait, vraiment, nous, ce qu'on a super bien fait, c'est qu'on n'a jamais menti sur qui on avait et où on en était. Tu veux une médaille pour ça ou... Non, je déconne. Non, mais en fait, je rigole quand je le dis. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est fou, c'est qu'en fait, maintenant, limite, on dit c'est bien de pas mentir, alors que c'est normal. En fait, on dit toujours faut un peu oversell. Si tu as sécurisé 300, il faut dire que tu as sécurisé 500, etc. Ouais. En fait, la vraie vie, c'est qu'une levée, nous, il y a 3 phases. Phase 1, hyper rapide, tu as les premiers commitments super vite. Ouais. Phase 2, traversée du désert. Ouais. C'est un nightmare. Et là, t'attends des bonnes nouvelles. Et t'as annoncé toutes tes bonnes nouvelles du début et t'as pas de bonnes nouvelles du milieu. Et la fin, ça va super vite. Et à la fin, t'as trop. Et t'as plus que ce qu'il faut. Et donc, tu prends des dispositions. Et donc, la bonne pratique pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire une levée fonds, faites un rolling closing. Donc, ça veut dire que c'est un closing roulant où tu te donnes X mois derrière pour continuer à closer ceux qui sont encore là après coup aux conditions prévues avant.
ça permet de faire venir les retardataires et ça permet d'aller prendre un peu plus s'il y a des gens qui sont encore en phase de décision. Rolling, closing, parlez-en à vos avocats qui sont là-dessus, c'est trop bien. Et donc sur la traversée du désert, c'est long. En gros, on a un chemin où on allait chercher 1 million. On a fait 500 000 très 300 vite. Très vite. Ouais, 300, ouais. 500 de façon très lente et les 300 derniers super vite parce qu'on a dépassé le million. Et les 500 du milieu, ça a été long, compliqué. On a eu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des choses où il y avait même le marché qui disait ils ont dit oui, puis en fait on a un call et puis ils nous disent ah bah en fait ils ont dit non. Et c'est dur, et donc là en fait t'encaisses des mauvaises nouvelles. Et ce qui a été assez utile, c'est quand Kima a donné son go. Kima, c'est un bon stamp quand même. Ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, le conseil, c'est même d'aller les chercher en premier. Je pense que. Mais en tout premier, il manque les first BAs. Tu vois, les premiers BA. Voilà, donc en fait, c'est quoi? En fait, ton conseil, ce serait de dire va chercher 2-3 alors quand on dit billets, pardon, c'est les business angels, du coup, qui ont un nom et un track record assez cool. Après, tu peux enchaîner avec un VC type Kima qui vient un peu stamper tout ça, mais du coup, tu l'as rassuré parce qu'il y a 3 BA que Jean ou que son équipe connaissent. Et ensuite, ça va te faciliter le reste de la longue traîne, quoi. Ouais. Ok. Et après, ta question, c'était sur à quel valo. Ouais, mais en fait, t'as une bonne mémoire, ce que j'allais dire, c'était il y a longtemps que je l'ai posé celle-là. En précide, ce que j'ai découvert chez Clark, c'est que mon outil le plus puissant, c'est ma mémoire. Et en fait, toute la team me dit, mais c'est incroyable ta mémoire. Et ma femme me dit que je suis hypermnésique, que je suis capable de restituer une journée de A à Z, même il y a 12 ans et 3 jours, tu vois. Et, moi, je suis fort pour ça. Et moi, par contre, ce que je perds de plus en plus, mais tu sais, c'est à cause des Notion et compagnie et tout, c'est la mémoire à court terme. Parce qu'en fait, tout ce qui est à court terme, en fait, si pour moi c'est important, je vais le noter. Et par contre, il va être rangé dans le bon dossier, qui va être zioté au bon moment, au bon truc. Mais par contre, si je ne note pas, en fait, c'est presque comme si je donnais mon accord à mon cerveau de dire en vrai, si je ne l'ai pas noté, c'est que c'est pas important, donc oublie-le. Et du coup, je pense que c'est pas bien parce que j'ai l'impression que je défavorise un peu ma mémoire à court terme, tu vois. Je ne l'entraîne plus assez. Mais c'est pas la même zone. C'est pas la même zone, ouais. Et par association d'idées, moi j'arrive à retenir des choses. Tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure, c'est 1, 2, 3. 1, 3, c'est OK. 2, c'était pas OK. Et je sais qu'on doit revenir sur le 2 qui est quel valo, tu vois. Ouais. Et en fait, voilà, dans ma tête, je savais qu'il y avait 3 choses. On a répondu à 1 et 3. Et je voulais revenir sur 2 qui était un peu le corollaire. Et voilà, le 3, c'était le chiffre qui clignotait dans ma tête. Alors ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai la même chose. Et alors ça, putain, ça a un nom. Et attends, je sais comment peut-être que toi, tu connais ce mot-là. Parce que moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Est-ce que toi, tu fais, par exemple, des associations des chiffres avec des couleurs? Ouais. Des lettres avec des couleurs aussi? Ouais, je fais vraiment des ponts, effectivement, avec des couleurs, avec des images, avec des mots, avec des... Par exemple, si moi, je te dis le numéro 4, pour toi, le 4 a une couleur et donc, du coup, tu l'associes à... Ouais. Et est-ce que pour toi, si je te dis, si je te donne tous les mois de l'année, est-ce que pour toi, c'est un rond où le mois de janvier est là, l'été est ici, la Toussaint est là et le printemps est là? Ouais. Ok, et bah ça, c'est un nom. Okay. Et en fait, moi, je pensais que tout le monde faisait ça, tu vois. Et en fait, non, on est genre moins de 10% à penser comme ça. Mais du coup, ça permet en fait de faire des associations d'idées. Et c'est comme ça, tu vois, par exemple, que moi, des fois, dans ma famille, ils hallucinent. Genre, tu vois, si moi, je te donne un film, je vais réussir en fait à me rappeler l'année que c'est. Parce que pour moi, en fait, cette année-là a une couleur. Et donc, du coup, ce film que j'associe à cette année-là a également une couleur. Et je le mets dans le même dossier dans ma tête, en fait, quoi, tu vois. Bah, on est dans les mêmes 10%. Ok, bon, voilà. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait trop drôle. Penser à ça, je regarderai. Et ça, c'est un nom. C'est bon, en vrai, si tu mets si tu demandes à ChatGPT, c'est quoi ce nom? Alors, c'est pas une maladie de syndrome de fonctionnement où tu associes les lettres et les couleurs à des... Enfin, pardon, les lettres et les chiffres, pardon, alors, j'y arrive. La journée a été longue. À des couleurs, et ben ça a un nom. Et en fait, moi, un jour, c'est quelqu'un que j'avais vu dans une story, quelqu'un qui posait la même question que je disais. Est-ce que pour vous, le mois de janvier est en haut, l'été est en bas, et vous voyez, pour vous, l'année, c'est comme un rond? Et tu sais, parce que moi, je me rappelle que quand j'étais en maternelle, il y avait un rond comme ça avec tous les mois de l'année dans lesquels on devait mettre, quand on changeait de mois, on devait mettre l'aimant là-dedans. Et moi, je réponds à la story de cette pote. Je dis, ouais, quel connard ne pense pas comme ça? Enfin, tout le monde a été à l'école, quoi. Elle me dit, bah non, en fait, vous êtes juste moins de 1 sur 10 à penser comme ça, quoi. Incroyable, ok. Et c'est là que j'ai fait des recherches et j'ai dit, ah bah oui, c'est ça.
Est-ce que ça veut dire que les 90% restants raisonnent de la même façon ou est-ce qu'il y a plein de paquets de raisonnements? Non, la plupart des gens, tu leur demandes les mois de l'année. Pour eux, ils voient une frise chronologique, tu vois, par exemple. Ouais. Ils voient pas l'année. Alors que moi, par exemple, tu vois, là, quand j'essaye de savoir quelle date on est, bah, moi, en fait, je vois un rond et je sais qu'on est là. Parce qu'on est au mois d'avril, quoi. Tu vois. Je sais pas, toi, par exemple, on demande à Sacha qui est derrière la caméra. Toi, si je te demande, je te demande pour toi les mois de l'année, de janvier à décembre, est-ce que tu vois plutôt un rond dans ta tête ou est-ce que tu vois une frise chronologique? Ouais, voilà, tu vois, la plupart des gens voient ça. Merci. Merci. Et donc, on revient sur le point numéro 2. Et on revient sur le point numéro 2, on a fait une belle digression. La valo, et en fait, si tu lèves, c'est que les gens achètent ta valo. Donc la valo découle de personnes qui sont prêtes à investir au montant auquel tu veux lever. Ouais. Et la pratique de marché, c'est que si tu as plein de gens qui veulent lever, que tu es en sursouscription, tu vas lever et tu vas laisser 15% de ta valo 15% de dilution sur la table. Et si tu as du mal à rassembler les gens, tu vas être à 25. Donc, tu as besoin d'1 million. Tu vas, moyenne, te diluer à 20%. Donc, ça veut dire que tu vas lâcher 20% de ton capital et donc, pour tu 1 million. Et tu backward. Et donc, tu valorises entre 4 et 5, quoi, par là, quoi. Et donc tu fais ta et ça veut dire que la valo, elle est un peu... En fait, le mot, c'est pas ce qui... C'est vraiment, c'est quand on est... C'est pas que ça me dérange, en fait, parce qu'au contraire, on fait tout ça. Mais en fait, ce qui peut paraître étrange pour certains ou certaines qui nous écoutent et qui sont pas du tout dans ce monde-là, c'est de dire, bah, OK, en fait, donc, de votre valo, en fait, c'est le dernier chiffre de l'équation. Donc, en fait, il sort un peu du chapeau. Alors que normalement, la valo devrait être la résultante d'un calcul mathématique, tu vois, en fait. Bah, en fait, moi, c'est ce que j'ai... Donc, c'est très vrai en pré-seed et en seed. Donc, ça veut dire que c'est la capacité de conviction, c'est la taille d'un marché, c'est la capacité d'exécution, c'est le track record des founders, c'est tout ça. Mais j'ai même découvert qu'après coup, quand j'ai fait du fonds d'investissement, moi, je pensais qu'en fait, il y avait une suite de formules mathématiques qui découlaient sur... EBITDA fois multiple moins dette nette égale valeur des capitaux propres. Voilà. Et donc valeur des titres. Moi, j'avais appris ça dans le Pierre Vernimen 2009, finance d'entreprise, et je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Et en fait, j'ai découvert que concrètement, il y avait une conviction sur une valo, qu'on allait arranger les EBITDA et la dette nette. Ouais. Pour dire, dans les EBITDA, il y a des choses qui sont non récurrentes. Dans la dette nette, ah oui, mais vous n'avez pas refait ça, donc en fait, il va falloir le faire. Donc quand je vais acheter la boîte, il va falloir que je remette 100 000 en plus tout de suite pour le faire. Et donc, on déduit de ça un multiple. Quand j'avais l'impression dans les bouquins que le multiple était ce que j'appliquais à l'EBITDA et à la dette nette, EBITDA fois multiple moins dette nette, égale la valeur. Et donc, en fait, c'est toujours du backward. Tu pars de ce que tu as envie de mettre et tu viens te conforter par rapport à des comparables boursiers, à des comparables de marché, à des comparables de transactions. Et donc, en fait, toujours, c'est... quand il y a un invest, c'est pas une formule mathématique, c'est l'offre et la demande. Ok, on est d'accord. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des boîtes tech qui lèvent, en général, en pré-seed, le chiffre, c'est un peu, voilà, aller chercher environ 1 million. Et en général, c'est ça, on est souvent sur des valos de 5. Donc, en fait, ça veut dire que vous lâchez 20, quoi. Et concrètement, il y a des acteurs sur notre marché qui ont levé à peu près en même temps que nous, avec des fonds, avec d'autres acteurs. Mais là où nous, on a levé à une valo pré-money de 5 millions, eux, ils ont levé à une valo pré-money de 25 millions. Ok. Concrètement, va falloir aller très vite, très fort, très loin pour pouvoir faire un deuxième tour. Quand nous, on estime avoir fait ça à une valeur de marché beaucoup plus pragmatique et on exécute très bien, donc on est content. Et pour du coup continuer un peu le playbook là-dessus, donc vous faites votre levée. Donc, ça, tu as parlé de dilutif et de non dilutif. Ouais. Donc, le dilutif, c'est les business angels et les fonds. Donc, ça veut dire que je donne en contrepartie du capital. Voilà. Donc, je dilue ma dépense. Et le non dilutif, c'est en fait souvent les banques, BPI et compagnie. Ils veulent bien te prêter de l'argent, mais ils aiment bien s'adosser à une vraie levée. Ça les rassure parce que du coup, tu as des capitaux propres qui sont ultra positifs. Et donc, du coup, ils n'aiment pas trop prendre des risques. Donc, du coup. Et il y a deux types de non dilutifs. Il y a le non dilutif payant, je paye des intérêts. Et il y a le non dilutif non payant, c'est de la subvention. Et donc, ça, c'est beaucoup plus long. Là, c'est cadeau, là. Donc, equity, ça va super vite. Non dilutif, c'est soumis à de l'equity. Ça prend du temps. Ça prend 6 mois à peu près. Et non dilutif, subvention, ça prend encore plus de temps. Et c'est conditionné à beaucoup de choses. Mais c'est effectivement quelque chose sans contrepartie. Donc, c'est complètement logique. Ok. Et donc, du coup, quand la
la levée se termine. Donc bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais là, je pense pareil, juste peut-être un conseil là-dessus. Est-ce que vous avez été accompagné, vous? Et si oui, par qui? Par quelle corporation? Je suis parti en me disant que j'avais les 6 ans de finance qui suffisaient pour le faire. Je pense qu'on a pris une bonne décision. Ça nous a permis de ne pas laisser, en gros, 5% de success fee sur la levée sur la table. Donc, on a économisé hors de grandeur 50 000 euros. C'est pas mal. Donc ça, c'est chouette. On est content de l'avoir fait. Ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que les prochains tours, ils vont être de plus en plus durs, de plus en plus sophistiqués. Et notre focus, c'est le build et la vente. Et en fait, le temps qu'on veut consommer, on veut le concentrer là-dessus. Donc, il faut vraiment se dire à un moment... Est-ce que le temps que je vais y consacrer, il vaut plus ou moins que ce que je laisserai sur la table? Et donc, je pense qu'on a pris une bonne décision d'y aller parce que j'avais les compétences pour le faire, parce que j'avais le track record, parce que je savais faire des BP hyper carrés, parce que j'avais la capacité de discuter avec ces personnes. Donc là-dessus... Même pour la partie admin, moi j'entends, parce que est-ce qu'en fait, du coup, ils rentrent tous, en fait, soit personnellement, mais la plupart, je pense, via leur holding. Est-ce qu'après, du coup, c'est quoi? C'est t'envoies tout ça à ton expert comptable et c'est lui qui se démerde, en fait, quoi. Pour le coup, on a eu un très bon conseil qui est de se faire accompagner par un cabinet d'avocats. On s'est fait accompagner par le cabinet CRS, Charles Russell's Speechless. C'est un cabinet parisien qui nous a accompagnés, qui nous a donné de très bons conseils, celui du rolling closing. Celui de faire un pacte et un mini-pacte en fonction du ticket des BA pour que ça fluidifie toutes les étapes futures, parce qu'il y a quelques BA sur notre table de capi, il ne faut pas que ça bloque les étapes suivantes. Donc, il nous a donné plein de conseils comme ça. Ok. Ça coûte cher, ça? Ce type d'accompagnement? En fait, non. C'est pas cher et j'étais surpris par le prix, vu l'expertise et la charge de travail que ça représentait. Ok, ça marche. Bon. Et j'ai adoré leur travail, j'ai adoré bosser avec eux et vraiment, c'était dingue. J'ai beaucoup appris. Et après, sur la partie non dilutive, pour le coup, on a choisi de se faire accompagner par Super Capital en mode one-stop shop. Donc, ils ont je savais pas qu'ils faisaient ça. Ils font ça et franchement, je recommande. Et c'est... voilà, on avait parlé à plusieurs acteurs. Je pense qu'ils ont tous des offres qui sont comparables. Le gros avantage que j'avais avec Super Capital, c'est qu'ils connaissaient déjà notre dossier. Et puis, in fine, ils sont allés au bout. On a eu le go de la BPI et des banques. Et donc, on a eu ces 650 000 de non-dilutifs que je pense que tout seul, j'aurais passé beaucoup trop de temps et j'aurais probablement posé les armes. Ouais, je comprends, ouais. Non, complètement. Et alors, pareil, une question qui est importante et pareil, du coup, en mode sans langue de bois, c'est qu'on dit souvent, quand les boîtes, elles lèvent de l'argent, en fait, la première chose que font les founders, c'est de se payer. Alors, vous, c'est peut-être pas votre cas, parce que ça, on dit plutôt souvent ça avec les boîtes qui sont avec des jeunes, on va dire plus des 25-30 ans. Vous étiez dans quelle situation à ce moment-là? Parce que vous veniez tous donc, de grosses boîtes, vous avez sûrement quand même de l'argent de côté. Je sais pas, est-ce que vous aviez le chômage? Est-ce que vous avez tout ça? Vous étiez un peu dans quel bail? Concrètement, on était alignés tous les trois d'un point de vue temporalité du chômage. Okay. Donc, on était accompagnés par le meilleur BA de France. Et franchement, c'est incroyable. Bon, après, c'est de l'argent qu'on cotise. Hein, c'est OK. Et on a créé de l'emploi. On est 15 personnes et on a créé de l'emploi. Et c'est canon. Enfin, je trouve ça incroyable. À 3 créer 15, on a fait x5, tu vois. Ouais. Avec des gens qui cotisent. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et donc, on n'avait pas besoin de se payer au début. Et donc, on s'est payé à la fin de nos droits, mais qui arrivait beaucoup plus tard. Okay. Donc, on a commencé à se payer fin 2024. Ok, très bien. Et donc, ça, c'est la première partie de réponse. Et la deuxième partie de réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? Et concrètement, avec ce cash, l'enjeu, c'était de recruter. Donc, c'était le nerf de la guerre. Et donc, on avait déjà, dès qu'on avait les premiers signaux positifs, on avait lancé toutes les offres de recrutement. On avait vers le Welcome to the Jungle. Et on a les premiers. Donc, on a eu le closing. On a le cash qui est arrivé sur notre compte le 6 décembre. Premier rolling closing, deuxième rolling closing 21 décembre. Donc ça a commencé à tomber le 6 décembre, premier closing. Les premiers collaborateurs sont arrivés le 4 décembre. Ok, vous aviez anticipé quoi? On avait anticipé, on avait pris 0 risque, mais en fait, on savait déjà qui recruter, comment recruter. Il y avait déjà même les personnes qui arrivaient après avec leur préavis, le 2 janvier, le 14 février. Enfin, tu vois, je me rappelle bien des dates. Et en fait, le truc était lancé. C'est dès qu'on a eu les signaux positifs, on a dit aux personnes, la levée, elle est sûre à 90%. On vous fait l'offre, on vous recrute, c'est parti. Et en fait, on a démarré super vite, super fort et on n'a pas perdu de temps. Ok. Et donc, du coup, une quinzaine de personnes. Là, les gens se rendent compte, parce que 1 million, ça paraît être
une très belle somme. Mais en soi, 1 million, ça se crame très facilement aussi. Ouais. Vous, aujourd'hui, alors je suppose que vous n'êtes pas encore rentable et ce serait tout à fait normal. Mais aujourd'hui, en fait, à quel point... alors, pareil, il y a sûrement des données qui sont confidentielles, hein, tu ne les donnes pas quand c'est le cas. Et moi, ce n'est pas par voyeurisme, hein, c'est que j'aime bien. Ouais. C'est pour donner un peu des ordres de grandeur et en fait, voir un peu les stades de décision qu'on a quand on monte une start-up. Vous, du coup... À quel moment là vous allez devoir repartir en levée? Ou est-ce que du coup votre développement, parce que je sais que vous vendez beaucoup à beaucoup de boîtes, combien de clients là déjà à date? On a 70 clients. 70 clients, donc là tu vois c'est quand même pas mal. En plus c'est marrant parce que juste avant, j'étais avec le CEO de Pony, avec Paul Adrien, et en fait toi vous êtes croisés, et en fait ce qui est marrant c'est que Paul Adrien c'est l'un de tes clients, mais vous saviez pas que vous alliez nous croiser là quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est là que vous avez quand même un joli développement avec du chiffre qui rentre. Mais évidemment, une quinzaine de salariés, plus tous les développements que vous avez à côté, plus les déplacements à Paris pour aller serrer la pince à Macron, ça on pourra raconter cette petite anecdote. Tout ça, ça coûte. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ça va être cette année ou l'année prochaine, c'est quand? On n'a pas de pression parce qu'on va être cash flow positif dès début 26. Pas mal, ok. On est financé pour y arriver. Et on va être EBITDA positif dès cette année. Ok, ah ouais, alors je suis mauvaise langue, ouais, vous avez été rapide quand même. Donc ça va vite, ça va super vite, et ça c'est ce qu'on monitore. En fait, cash is king que j'ai appris dans mes cours, en fait, quand je pose une question en entretien à quelqu'un qui nous rejoint en finance, je dis si tu étais CEO de Clark, quel état financier tu regarderais tous les jours? Ouais. Parfois on me dit le bilan, parfois on me dit le compte de résultat, et en fait moi la vie c'est le tableau de flux de trésorerie, c'est combien je génère de cash, parce que le fait d'être EBITDA positif c'est ok, mais en fait est-ce que ça génère du cash avec les effets BFR, les délais de paiement, les capex, l'immobilisation des développements, ce genre de choses, tu vois. Mais tu sais que ça, moi c'est un truc que j'ai vraiment appris sur beaucoup trop tard dans ma vie d'entrepreneur, parce que j'ai quand même si au début j'étais pas un crack là-dessus, j'ai très vite suivi la marge. Après j'essayais quand même de suivre aussi mon BP, donc avec plus avec mon je sais jamais si c'est le bilan ou le compte de résultat, mais bon bref pour moi c'est quasiment la même chose, mais dans le sens où j'essaie de voir un peu la rentabilité. Mais ça par contre tu vas faire suivre ma trésorerie mais à la trace. Et limite, aujourd'hui, c'est le tableau que je regarde tous les lundis matins, plus que le BP que je regarde plutôt une fois par mois, tu vois, quand il a été fait du mois précédent. Mais ça, c'est vrai que là, regarder sa trésor, regarder jusqu'à quand tu es dans le vert. Et en fait, plus le rouge se rapproche, plus tu te dis, il faut peut-être faire des choses. Mais quand tu vois que tu es vert pendant longtemps, ce qui est bien, c'est que du coup, tu dors bien. Alors même si je dors quand même toujours bien, mais tu dors mieux. Et en fait, du coup, tu as le cerveau qui est ultra focus sur le développement, puisque tu sais que le cash est là et c'est pas la priorité number one. Tu peux remettre le développement en priorité number one. Et dès que tu vois que le rouge se rapproche, tu remets le cash par-dessus. Et ça, monitorer ça, c'est hyper important. Le cash, soit tu vends plus, soit tu as moins de coûts. Et c'est des moments très difficiles dans la vie d'un entrepreneur et il faut prendre des décisions pour réduire les coûts. Plus le rouge est loin, plus c'est le moment aussi où tu commences à, des fois, te mettre un peu dans le confort, acheter des trucs que tu n'aurais pas acheté d'habitude, à pas essayer d'aller négocier tel logiciel ou machin ou quoi. Chaque fois, dès que tu t'embourgeois, c'est les moments où on a été le plus efficace, c'est les moments où on a été le plus proche, le plus proche du moment où il y avait moins de cash, quoi. Vraiment. Mais c'est là où tu prends des décisions hyper focus, c'est là où tu remets vraiment les mains dedans, c'est assez dingue. Et donc c'est pour ça qu'il faut partager cette culture cash dans l'entreprise pour que tout le monde soit vraiment dans cette orientation, sans créer du stress, mais de la transparence. Mais ça, c'est vrai, c'est en donnant la transparence, du coup, tu vas beaucoup plus, tu vas puis avoir une stratégie, encore une fois, d'OKR, d'équipe, d'OKR de département, d'OKR perso, mais tout ça public. Et du coup, avec cet OKR Cash is King qui est à la vue de tout le monde, avec une présentation des chiffres. Après, on peut pousser la transparence où on veut. Il y en a même qui balancent les salaires de tout le monde, c'est open bar, etc. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut. Mais là où je suis d'accord, c'est que tout le monde soit impliqué, que jamais personne ne doit dire « moi, je m'en bats les couilles du chiffre d'affaires et de la marge de la boîte. Moi, tant que j'ai fait mes objectifs, que j'ai mon salaire, etc. » Non, tu vois, tu ne crées pas une équipe, surtout quand on est encore une quinzaine, tu ne peux pas créer une bonne culture d'équipe en faisant ça. Et vous, là, sur Clark, là, pour revenir un peu dans le présent et dans le futur, parce que du coup, on va arriver malheureusement à la fin. Tu vois, il va falloir que je te libère, que je libère nos amis de Cosmos, vu que je suis un peu en retard. C'est quoi les gros enjeux, vous, de cette année-là? Parce que du coup, j'ai compris que c'est pas forcément
forcément une nouvelle levée, donc on est à fond dans le développement. Mais c'est quoi les gros enjeux de Clark et comment, pareil, les enjeux de produits par rapport à l'IA, par rapport à tout ça, c'est quoi, grosso modo? Nos 2 enjeux principaux, c'est développer le chiffre d'affaires. Donc concrètement, on veut tripler le nombre de clients entre 1er janvier 25 et 31 décembre 25. Et vous étiez combien au 1er janvier 25? On a commencé à 50. Ok. Donc on est à plus de 70 aujourd'hui, donc on veut finir à 150. Ok. Vous êtes un peu en retard là, du coup, là, sur le rythme là. Ça, vous avez fait 20 sur Q1, quoi. Ouais, on a fait 20 sur Q1. Okay. Et avec, pour te donner un ordre de grand... En fait, janvier, il y en a eu assez peu. Et pour te donner... c'est plus de 20 sur Q1. Mais pour te donner un ordre de grandeur, 10 février, 10 mars, 14 clients. Ok, donc vous êtes sur une belle montée en puissance. Tu vois, parce que j'ai le chiffre en tête, donc 14 en 22 jours ouvrés, c'est incroyable. C'est quasiment... c'est 2 tous les 3 jours. Et là, ça continue de suivre cette même trend là? En fait, il y a des cycles. Et en fait, on sent que les clients se suivent et prennent les décisions en même temps. Donc, on prend beaucoup de données sur ça aussi pour savoir à quel moment les décisions sont prises. Ça suit les cycles. Et donc, on essaie de coller à ça. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est continuer à vendre. Être visible sur les réseaux sociaux, être présent sur les salons, être présent dans les webinaires, être visible dans les instances gouvernementales. Tu vois, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt pour les outils d'IA pour le commerce et e-commerce. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de légitimité, faire parler nos clients, faire parler nos clients, nos prospects entre eux. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1, c'est le top line, donc chiffre d'affaires. Et l'enjeu numéro 2, c'est le produit. Donc là, ça veut dire exécuter parfaitement notre roadmap technique. On sait exactement ce qu'on veut faire dans les 3, 6, 9 prochains mois, avec des niveaux d'incertitude et de faisabilité par rapport à ça en fonction de notre équipe. Et puis après, on a un positionnement LLM agnostique. Ça veut dire qu'on ne sait pas demain quelle sera la meilleure IA qu'on va utiliser. En revanche, notre vision, c'est d'utiliser la meilleure à tout instant. Et donc, par exemple, il y a GPT 4.1 qui est sorti. Ah ouais? Moi, je l'ai pas, moi. Ouais. Tu l'as sur quoi, toi? Donc, c'est les modèles qui sont sortis en call API. Donc, tu l'as pas dans ton interface ChatGPT, mais tu l'as en call back-to-back API. Et du coup, qu'est-ce qui améliore? Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est à chaque fois, c'est des fine-tuning de modèles. Donc, ils sortent un nouveau modèle fine-tuné avec des nouveaux paramètres. Donc, ça veut dire que tu repars d'une nouvelle copie blanche. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système de test AB. Donc, tu vois ce que c'est, test AB. Je fais coexister 2 versions à un instant donné. Je mets une partie du flux ici, une partie du flux ici. Et je compare les résultats. Et tu vois les différences, ouais, ok. Et donc, nous, on fait ça de façon industrialisée sur 10 modèles à tout instant. Et en fait, on vient monitorer tout ça. Donc, par exemple, on a branché Claude, qui est une alternative à OpenAI. Là, la nouvelle version de Sonnet. Claude, c'est celle de Microsoft ou pas? Non, Microsoft, c'est Azure AI qui est branché sur OpenAI. Ok, et Claude, c'est à qui? Non, c'est juste le Claude. Claude, c'est Anthropic. Ah, Anthropic, ouais, voilà, exact. Et donc, en fait, tu viens comparer tout ça. Et donc, là, par exemple, les premiers résultats sur 4.1 sont plutôt assez incroyables par rapport au 4. Et donc, on prend ces décisions comme ça. C'est-à-dire, ce positionnement LLM agnostique, c'est toujours hérité de ce qui se fait de mieux d'un point de vue IA depuis ce qu'on a depuis toujours. Et vraiment, le produit, avoir les enjeux d'automatisation. Parce que notre vision, c'est d'apporter une solution clé en main, efficace, facile à utiliser et à adopter pour les agents du service client qui sont confrontés tous les jours à des messages pas faciles à lire, insultants, ce genre de choses. Donc, c'est un outil de prise de recul, de rechercher des solutions. Donc, en fait, on fait en sorte que les agents humains passent du temps à trouver la solution, la résolution du problème plutôt que de rédiger le message. Et en fait, il y a un certain nombre de cas qu'on identifie où on peut automatiser. Et donc, en fait, on ferait gagner non pas 40-60% du temps de rédaction, mais 100% du temps dans ces cas-là. Ouais, putain, c'est lourd. On aurait pu parler IA pendant 1 million d'années, mais moi, j'ai juste peut-être une dernière question, c'est peut-être, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là pendant il y a un 7 sujet, heures et demie. Ouais, un sujet, c'est Bordeaux, national, international. Et en fait, au début, tu commences par proximité. Donc, même si les 3 dont on a parlé, les 3 design partners, il n'y en a aucun à Bordeaux, forcément dans les premiers clients. Glengo, ils sont pareil. Exactement. Immortal Game et Vogt aussi. En revanche, sur les premiers clients qu'on a été chercher, il y a des clients qui sont venus à nous, puis il y a des clients qu'on a été chercher. Dans l'écosystème bordelais, ça a été beaucoup plus facile d'aller les chercher. Et puis ensuite, on a été à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale. Il y a un chiffre que je veux te partager, c'est qu'il y a aujourd'hui 60% de nos messages Clark qui sont rédigés dans des langues internationales. Donc, on a déjà 60% de notre flux
à l'étranger et avec des clients incroyables au UK, aux US, en Pologne, en Italie, en Espagne. Et je trouve ça incroyable depuis Bordeaux d'avoir créé ça et cette machine industrialisable à l'échelle internationale. Et c'est d'ailleurs de ça dont on parlait avec Macron le 11 février. Quand tu lui as serré la pince, c'était quoi? C'était à Station F? C'est comment il s'appelait ce sommet AI IA? Summit, exactement. Ouais. Je l'ai juste dit en français, ok. C'est le sommet de l'IA. Okay. Soyons français. Eh ben écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir qu'on puisse parler d'IA ensemble. Moi, j'ai appris plein de trucs parce que tu vois, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que je piche pas. En fait, tu vois, c'est pas forcément à chaque fois des sémantiques ou quoi, c'est en fait les logiques de réflexion de comment fonctionnent les LLM et puis tous les outils d'IA et comment en fait l'IA en fait arrive à centraliser une information et à t'en redonner une autre, etc. Bon, bref. Tu vois, c'est un des rares épisodes, je pense, que je réécouterai au moins de tous ces passages-là qui sont hyper cool. Toi, où est-ce qu'on te suit? Sur LinkedIn, exclusivement sur LinkedIn, James Rebourg, voilà. De Clark, écoute, et puis pareil, Clark, il y a une page entreprise. Et Clark, page entreprise. Et voilà, et si les gens veulent des infos, ils vont sur Clark AI. Exactement. .ai, pardon. Et puis vous écrivent, ils prennent un rendez-vous avec toi. On prenne un rendez-vous, on fait une démo, on montre comment ça se passe. Ça s'adopte super vite. 50% de nos clients testent la solution moins de 30 jours après le premier contact avec eux. C'est vraiment, on a un cycle super court et c'est notre promesse. Eh ben écoute, merveilleux. Je vais faire la petite mention légale du coup de fin d'épisode. Je vais encore remercier l'agence Cosmos pour son super setup. Mes potes Hugo et Flo qui ont monté cette agence et je vais remercier également Sacha et Albin. C'est ça, tu vois, j'ai retenu les prénoms qui ont été avec moi là, toute cette journée pour les tournages. Je vous remercie, c'était hyper cool. Merci à toi, James, pour le temps. Merci, Hugo. T'es pas là ce soir? J'ai ma petite famille à aller voir, on en parlait au début et ça fait partie d'une prio du jour. Mais t'es là au déj de la semaine prochaine ou au déj de la semaine pro, absolument. Eh ben, écoute, on se voit mercredi prochain. Ce sera au Hush Hush. Le mec donne des infos comme ça et tout. Je crois que je l'ai mis tout à l'heure il faut que je le mette dans l'invitation. Merci à toi, James, en tout cas. Je vais remercier celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous abonnez, vous mettez un like, un commentaire important pour le référencement. Si vous êtes en audio, vous mettez les 5 étoiles. Ça, je pense que c'est juste pour flatter mon ego, ça fait plaisir. Mais je pense que c'est bien aussi pour le référencement. Et sur ce, je vais toutes et tous vous remercier. Et à bientôt dans La Chapelle Radio. Et ciao, fin de journée. Hugo.